Bon, on est un tout petit peu en retard, on va vous expliquer tout de suite après. Ce soir, thématique assez intéressante qui va, je pense, en intéresser énormément parmi vous. Est-il facile de vivre au Japon quand on est français? Vaste question, on va essayer d'aborder tous les sujets, la langue, la nourriture, le social, le culturel. Enfin bref, il y a énormément d'aspects à étudier pour savoir si oui ou non il est possible pour nous, Français, de bien s'intégrer, de bien s'adapter à la culture japonaise. Et pour répondre à cette question, on a une experte qui vit en France et qui est japonaise. Elle parle parfaitement le français, donc ce sera génial pour tout le monde. La voici, la voilà, c'est enchanté Erika. Bonjour, konnichiwa. Merci de m'avoir invité. Tu m'as mis Bah, un peu non, de non. pression parce que je parle pas parfaitement français. Non, non, ton niveau, on a pu discuter un petit peu avant, il est absolument parfait. Donc, absolument pas de soucis à te faire. Tout le monde te comprendra très, très bien. Ta prononciation aussi, elle ne laisse aucun doute. Donc, t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Mais je te remercie déjà pour ta confiance, parce que c'est vrai que tu m'as dit que tu étais un petit peu stressé à l'idée de faire des lives. Donc, sois rassuré, tout va bien se passer. Oui, je suis actuellement un peu stressée, mais je te fais confiance parce que j'ai vu ton niveau de japonais. Donc, si jamais il y a un problème, je te demanderai de traduire mon japonais. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, c'est très gentil. On parlait aussi. Alors, si on est un peu en retard, c'est pour une raison assez simple. J'ai très honte, mais en fait, j'ai lancé le décompte de 30 secondes et puis on a commencé à discuter pendant 5 minutes. On était pile à l'heure, hein, ça c'était vraiment bien. On était à la japonaise, très à l'heure. Et puis, au bout de 7 minutes, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'appuyer sur lancer le live. Donc, en fait, on parlait dans le vide. J'ai vraiment. Ça m'a détendu. Voilà, ça nous a détendu parce que comme ça, on s'est un petit peu échauffé. Alors, juste avant, tu m'expliquais que, à la base, hein, ce live devait se faire sur ta chaîne, mais pour des raisons techniques, effectivement, on a finalement décidé de le faire d'abord ici. Mais ce live sera retransmis plus tard sur ta chaîne. Donc, comme effectivement là, il va falloir que je me présente vis-à-vis des gens qui sont sur ta chaîne ta chaîne, pardon, et qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Florent Gorge. J'ai cette petite chaîne qui s'appelle les infos du Japon, où je fais de la traduction en simultané d'informations rigolotes sur le Japon et on fait des commentaires, on analyse un petit peu avec un peu de recul. Et puis, bah voilà, j'ai depuis mes 17 ans, enfin en 1997, j'ai eu la possibilité de partir vivre au Japon, donc dans un lycée en immersion totale, etc., etc. Et depuis, j'ai passé plus de 7 ans au Japon, dont 5 à travailler dans un environnement japonais, les collectivités locales, etc. Et puis je suis devenu traducteur-interprète. J'ai traduit plus de 350 mangas, et puis je suis traducteur, enfin pardon, interprète pour des personnalités culturelles japonaises. Et voilà, puis après, j'ai monté 2 maisons d'édition, Pixel Love, qui a rapport avec les jeux vidéo, et puis Omake Books, qui était une maison d'édition, enfin qui est une maison d'édition, en rapport avec la pop culture. Maintenant, je travaille aussi pour le musée Odyssée, qui se prépare, et c'est un musée du jeu vidéo. Voilà. Assez parlé de moi maintenant, je voudrais que peut-être Erika, pour les 3 personnes qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es. Bon, il y en a beaucoup qui me connaissent pas. Moi, je m'appelle Erika. C'est mon vrai prénom, mais à la japonaise, enfin en japonais, c'est plutôt Erika. Et je parle français. Ça fait des années que j'apprends le français et je suis intéressée par la culture française, notamment par les différences culturelles entre le Japon et la France. Donc, je partage ce que j'ai découvert en vivant en France, en vivant au Japon, en discutant avec les Français sur mes réseaux sociaux. Donc, je fais des vidéos et je parle des différences culturelles qui m'a intriguée, plein de choses comme ça. Et je présente le Japon à mes yeux aussi parce que il y en a beaucoup qui parlent du Japon, mais je voulais partager mon propre Japon à mes yeux. Et je fais ça sur les réseaux et aussi dans mon livre que j'ai presque fini à écrire. Enfin, je suis en train de finaliser. Hmm, La France vue par une japonaise. Donc excellent. voilà. Alors, moi, j'ai déjà précommandé le livre et j'ai cru comprendre que tu avais réalisé déjà beaucoup de précommandes. Tu as des chiffres? C'est combien? 100, 200, 300, 400, 500? C'est 1069 précommande. Bon, c'est très Presque. précis, hein. 1069. Ok. Bah écoute, j'espère qu'avec ce live, tu arriveras à en vendre encore quelques-uns de plus. Peut-être Euh, 1060, 1070. Voilà.
Non, ça devrait être un peu plus, j'espère, du moins. Bah écoute, parfait. Tu y relates donc tes expériences françaises. Tu expliques un petit peu comment tu es arrivé en France aussi, les raisons pour lesquelles tu t'es installé là. Oui, bah, la première fois, que je suis venue en France, c'était pas, parce que je rêvais de venir en France, non, c'était pas ça, c'est ma mère qui travaillait, qui est déjà venue en France pour des raisons professionnelles. Elle faisait Mm, des voyages professionnels en France, à Londres, à Paris, à Londres, à Milan, des trucs comme ça parce qu'elle travaille en mode et c'est elle qui m'a emmenée en France. À la base, je voulais plutôt partir dans les pays anglophones parce que voilà, mm, comme tout le monde. Mais c'est elle qui m'a emmenée et du coup, j'avais pas d'attente pour la France. J'avais pas de mm, fantasme, etc. Et bam, je suis arrivée à Paris et c'était mon premier voyage à l'étranger et j'ai eu un gros choc en fait. C'est mm, pas vraiment la déception parce que j'attendais rien, mais c'était un gros choc parce que c'était tellement différent du Japon, mm, de Tokyo parce qu'en plus, j'avais pas beaucoup voyagé et du coup, j'étais choquée et j'étais plus, waouh, c'est quoi? Et j'avais trop peur, surtout. Mais j'ai mm, rencontré les Français qui parlaient le japonais et qui s'intéressaient beaucoup au Japon. C'était juste après le tremblement de terre. Du coup, il y avait quelqu'un qui m'a parlé de Fukushima. Voilà, j'ai rien compris à part Fukushima. Mais c'était incroyable pour moi de rencontrer quelqu'un qui me dit, ah, tu viens de Japon? Ah, Fukushima, Fukushima. C'était comme ça. Et du coup, j'étais vraiment touchée parce que je connaissais rien de la mm, France. Alors que c'était une mamie de 80 ans, enfin 70 ans, je sais pas. C'était une mm, mamie qui m'a parlé du Japon. On est mm, tellement loin et il y avait quelqu'un qui s'intéresse au Japon. Et c'était ça vraiment. Ah ouais, la France, les Français s'intéressent au Japon. C'est ça qui m'a donné envie de. Moi aussi, je veux connaître la France et je veux apprendre le français pour ça. Voilà, mm. donc c'est D'accord. pour ça que je suis revenue après en France, oui. Bah, je te confirme, hein, je fais aussi partie de ceux qui s'intéressent au Japon depuis très longtemps. Là, on est déjà pas loin de 110. Merci à tous. Euh, à écouter ce live, c'est donc qu'il y a au moins 110 personnes en France qui s'intéressent au Japon. Oui, au moins. Alors, la question du jour, c'est évidemment, est-il facile de vivre au Japon pour les Français? Mais déjà, dans un premier temps, tu vas pouvoir répondre à cette question parce que tu connais parfaitement la question de la vie au Japon. Mais est-il aussi facile de vivre en France pour une Japonaise? Alors, personnellement, dans mon cas, non. Non, je peux répondre avec certitude, non, Ça fait parce que mal, ça c'est fait mal. difficile. Oh non, Mais c'est enfin pour- dans le sens, c'est difficile, mais pas forcément négatif. d'accord. C'est un défi. On va dire que c'est un défi. C'est pas Hmm. facile, facile. Bien sûr, ouais. J'imagine que c'est pas ça. Mais pourtant, c'est pas ton premier séjour. Là, tu es à Paris, mais t'as vécu en Bretagne. Tu m'as dit que tu avais Non, fait non, un non, non, séjour en Normandie. en Attention. Normandie, pardon. Oui, Oui. oh là, je vais me faire tuer, moi. Oh. Oh, un gros débat. Non, non. Non, mais c'est bien, tu vois, c'est marrant que je me fasse reprendre par une jeune femme d'origine japonaise, alors que voilà, c'est un tabou en France normalement de confondre Normandie et Bretagne. Enfin, bref, pardon pour nos amis bretons et normands. Bref, tu as fait un séjour un peu comme moi, sauf que toi, tu es venu en France et tu as été dans un lycée japonais, enfin un lycée français, pardon, Oui, c'est un lycée quand tu avais français. 16-17 ans, quoi. Oui, 16-17 ans, oui, exactement comme toi. Tu as fait un an au Japon. Moi aussi, j'ai fait 10 mois Hmm. en France, dans un lycée français accueilli par 3 familles d'accueil françaises. D'accord, ok. Alors, moi, je propose qu'on ne parle pas de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Voilà, parce que tu es un petit peu mon homologue japonaise en termes d'expérience, et je serais curieux qu'on compare un peu nos expériences. Donc, on fera ça plutôt, si tu es d'accord, dans un prochain live. Oui, Ok. c'était pour ça que je voulais pas trop parler de cette expérience dans ce live. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, parfait. Donc, pour toi, ça n'a pas été simple. C'est toujours pas simple a priori, mais de vivre en France. Mais on va peut-être déjà commencer par une première thématique, si tu veux bien. Est-il facile de vivre au Japon pour les Français? Et d'un point de vue du climat. Là, on est en plein été. Alors, on peut pas dire qu'il fasse très chaud au moment où on se parle, hein, en France. Et toi, qu'est-ce que tu penses du climat français, par exemple, et par rapport au Euh, climat japonais? donc climat, enfin je vais parler plutôt le temps en France. Hmm. Alors l'été en France c'est excellent, c'est vraiment j'adore, c'est le paradis. Déjà il fait pas si chaud qu'au Japon parce que au Japon en été il fait trop chaud, je peux rien faire pendant la journée et en plus les salles sont climatisées à fond donc dehors il fait extrêmement chaud comme on s'en a parce qu'il fait très très humide
Ouais. Et à l'intérieur, c'est froid, c'est glacé. Et du coup, ça me met vraiment mal à Mmh. l'aise. Je tombe souvent malade, donc je peux rien faire en été. C'est à partir de 19h que je peux faire des activités parce que le coucher de soleil au Japon, c'est Mmh. vers 19h même en été. Et Mmh. donc, je suis pas trop fan de l'été japonais, alors qu'en France, oh, mais c'est incroyable. Même il y a des jours un peu canicule, le jour est lent. Il y a plein d'activités, les légumes et les fruits sont vraiment pas chers, je me régale ici. Excellent, vraiment Mmh. meilleure expérience ici. Par contre, Ah! l'hiver en France, Ouais. j'ai la dépression hivernale. Je suis inconscient, mais tous mes amis me disent que Erika, il y a quelque chose qui va pas, tu parles pas, tu vas pas, et je dis non, ça va, c'est Tu juste, déprimes ça va. l'hiver, mais en quoi c'est différent l'hiver japonais pour l'avoir vécu aussi des années? Ah, moi, j'ai passé 3 ans à Niigata et je peux te Mhm. dire que l'hiver japonais à Niigata, c'est-à-dire un peu dans le nord du Japon, du côté Oui. de l'autre côté des montagnes, la neige 4 mois dans l'année, il neige tout le temps, faut déblayer les toits. C'est pas Ah. rigolo non plus, hein. Non, c'est vrai, parce que moi j'ai vécu toute ma vie à Tokyo. Je viens Ah de voilà. Tokyo, donc véritable Tokyoïte, ne me détestez pas. Mais, mais en hiver, en vrai, donc à Tokyo, c'est la saison où il fait le plus beau Mmh, temps. Donc eux, il pleut le moins et il fait frais et mmh, sec. Donc c'est ouais, pas comme l'hiver en France. Donc je peux faire plein d'activités. Il fait très, enfin, il y a toujours le soleil. Et puis comme avec le changement climatique, le changement de couleur des feuilles, c'est à mmh, partir de fin ou début décembre. Donc c'est magnifique, j'adore. Et il y a plein d'activités, des événements comme donc Noël, mmh, Nouvel An, Saint-Valentin, plein. Et c'est bon. Voilà. Donc je trouve ça, c'est pas, il n'y a pas un effet déprimant comme en mmh, France. ouais. Comment tu trouves? Je suis assez d'accord aussi. C'est vrai que l'été, pour moi aussi, c'est le paradis. Là, en tout cas en France, je dirais peut-être la même chose en Allemagne, parce que j'ai déjà passé quelques étés en Allemagne et c'était un peu pareil. Donc là, on va se focaliser sur la France, mais on va dire que sur notre Europe de l'Ouest, c'est un peu partout pareil. Et c'est vrai que cette année, c'est un été un petit peu doux, mais j'ai exactement la même expérience que toi, dans le sens où récemment, j'ai ma belle-mère japonaise qui est venue. Elle est venue pile lors de cette première canicule au début juillet. Et on lui avait pas dit que chez nous, c'était censé être la canicule. Et je vous jure que quand on sortait, tout le monde autour de nous disait, oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Elle disait, mais c'est comme ça tous les étés en France. Je lui dis, non, il fait un peu chaud. Il fait, ah, c'est le paradis. Parce que il y a des moustiques partout au Japon, c'est humide partout, tu dégoulines tout le temps. Enfin, et elle aussi, effectivement, elle a trouvé que nos étés, alors qu'elle, elle était pourtant là dans la première canicule, elle disait, mais c'est le paradis. Elle a utilisé le même terme que toi. Et en réalité, mon épouse aussi, elle, quand on doit rentrer au Japon, elle fait tout pour éviter l'été parce que à 3000%, elle préfère rester en France pendant l'été. Voilà. Oui. Donc Mm. l'été, c'est vrai que c'est une saison très compliquée. Quand bien même ici, on se plaint de la canicule, là-bas, ce serait un jour frais, quoi. Ouais, bah, donc c'est pour ça que je recommande les Français qui viennent pour la première fois au Japon, je recommande pas l'été. Pour Non. commencer, vous pouvez faire, au bout de septième fois, vous pouvez faire l'été japonais, mais dès la première fois, je recommande pas. Et en plus, j'ai des amies européennes qui sont venues au Japon au début septembre. Et il y en Ouais. a qui sont tombés vraiment malades et qui étaient obligés de retourner en France, alors Mm, qu'ils étaient censés rester pendant un an, non, pendant un mois. Donc mm, voilà, à ce niveau-là, si vous n'êtes pas habitué à cette chaleur, humidité extrêmement élevée, c'est très dur. Physiquement, mm. c'est très dur. Ouais. Voilà. Exactement. Moi, c'est vrai que je conseille aussi le printemps et l'automne, mais à partir de mi-septembre, ça commence à vraiment se rafraîchir, et de mi-septembre à, on va dire, mi-novembre, c'est vraiment bah, c'est un peu comme l'été français, quoi. J'ai un peu l'impression. Ouais, c'est vrai. Avec le canicule, enfin le réchauffement climatique, je dirais, si vous voulez être sûr, choisissez à partir de octobre. Mm. Ouais, c'est Mhm. ça. Mais voilà, donc la question, est-il facile de vivre au Japon pour les Français? Et là, la réponse, ça va être, je pense, unanime. Si jamais vous trouvez qu'il fait trop chaud, même en période de canicule en France,
vous allez avoir beaucoup de mal à vivre au Japon. Voilà. En tout cas, sur ce sujet-là. L'hiver, c'est cool, hein. C'est L'hiver au mieux. Japon, c'est cool. Voilà. Mais tu as raison, parce que c'est vrai qu'au Japon, le soleil se couche, on va dire, d'une manière générale, toujours à la même heure, que ce soit l'hiver ou l'automne, ou le printemps ou l'été. Alors que en France, c'est vrai qu'il fait nuit très tard et il fait nuit très tôt. Pardon. Le soleil se couche très tard et il fait nuit très tôt l'hiver. Et là, pour le coup, c'est plus agréable de vivre au Japon en cette Ouais, période-là. c'est un énorme changement pour les Japonais. Je m'en rendais pas compte. Mais comme tout le monde me disait que j'étais déprimée, je me suis rendu compte que, ah oui, parce que il y a autant de différences. Hmm, hmm. Mm. Ouais, je pense que tu devais manquer de soleil, peut-être. Oui. C'est possible. On va aborder un autre sujet, c'est la langue. Est-ce que apprendre le japonais pour un Français, ça te semble compliqué ou pas? Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui parlent japonais, par exemple? Et est-ce que dans ton entourage au Japon, tu vois des différences, par exemple, entre des nationalités qui apprennent plus facilement que d'autres? Euh, je dirais la langue japonaise n'est pas extrêmement difficile. Enfin, la langue soi-même n'est pas extrêmement difficile. Enfin, la grammaire et la prononciation et tout ça pour les Français. Évidemment, les Chinois et les Coréens, ils apprennent plus vite parce Hmm, que ça ressemble déjà, on utilise des caractères chinois en japonais, donc les hmm, Chinois, même ils ne savent pas prononcer, ils connaissent un peu les caractères chinois, les kanji. Et la coréenne, la grammaire est un peu similaire, donc ils hmm, apprennent plus vite. Mais pour les Français, même pour les Français, je trouve pas que la langue soi-même, la langue japonaise, n'est pas extrêmement compliquée. Par contre, la façon de communiquer est très différente, je hmm, trouve. Je pense que toi, tu peux nous dire plus, mais ce que j'ai remarqué, c'est vraiment qu'en fait, quand on parle en japonais, c'est la récepteur de messages qui devine donc, hmm, ce qui n'est pas dit. Parce hmm, qu'on parle avec le plus de mots possible en japonais, et c'est à toi de deviner ce qui est derrière entre les lignes, hmm, à toi de lire entre les lignes, alors qu'en français, c'est au contraire. C'est la personne qui parle, qui fait énormément d'efforts pour s'exprimer, pour hmm, donner plein de détails en complétant avec les vocabulaires très riches en français, que je trouve ça fait une différence de ouf en fait quand je hmm. parle en français et quand je parle en japonais. Et du coup, je me dis, même si tu maîtrises très bien la grammaire et la prononciation et tout ça, il faut comprendre cette façon de communiquer au Japon avec les Japonais. Tu en penses Oui. quoi? Je suis évidemment d'accord avec ce que tu dis. Difficile de te contredire là-dessus. Moi, je vois aussi un autre point qui est assez intéressant. C'est, je confirme ce que tu dis. Je pense que apprendre, en tout cas, la langue japonaise du quotidien parlé, c'est assez facile Mm. pour un Français qui travaille un minimum. Apprendre à discuter en japonais, le japonais de la vie courante, c'est très facile. Mais dès lors que tu as compris qu'en réalité, en japonais, il y avait euh, trois langages, on va dire trois niveaux de déférence, là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que, voilà, parler le japonais standard, quotidien, parler, entre amis, entre familles, etc., ça, c'est facile. Mais quand moi, à mon niveau, hein, à l'époque, j'ai découvert qu'il y avait ce qu'on appelle le keigo, et bien là, je me suis dit, zut, il faut que je réapprenne une autre langue. Parce que les mots changent du tout au tout. Ouais, tu vois? Et ça, c'est une des grosses difficultés du japonais. Mais pour être un peu plus concret, nous, en France, on a le vouvoiement. Mm. On a le tutoiement et le vouvoiement. Donc, on a en gros deux niveaux de déférence. OK? En japonais, il est beaucoup plus distingué, beaucoup plus violent, en fait, en termes de différence. Parce que le keigo, c'est un petit peu comme si tu devais parler à la manière de Louis XIV, tu vois. C'est un peu ça. Tu es obligé Il y a des formules extrêmement empoulées. Je sais pas si tu connais l'expression, mais il y a des formules extrêmement empoulées que tu dois connaître, en fait, et que tu dois maîtriser dès lors que tu entres sur le marché du travail ou que tu dois t'adresser à des professeurs ou à des gens qui sont hiérarchiquement au-dessus de toi. Donc, pour moi, c'est à la fois un frein, mais heureusement, les Japonais sont des gens sympas. Mais quand on veut vraiment travailler dans un cadre japonais, tu es obligé d'apprendre les trois niveaux de déférence.
et c'est un apprentissage supplémentaire et qui est très compliqué en réalité. Oui, c'est vrai, j'en rajoute un peu plus parce que en fait, c'est vrai que quand j'ai entendu ton japonais et j'ai vu, enfin, on a discuté en japonais, en français et puis j'ai vu tes vidéos aussi. Donc tu expliques les actualités japonaises. En fait, tu maîtrises très bien le temps, en fait, un peu familier quand tu utilises, enfin, Tameguchi. Mm. Et aussi le keigo, parce qu'on a discuté en keigo en japonais aussi, enfin, Au par les début, oui. textes. Et Ouais. du coup, j'étais impressionnée par ton niveau. Enfin, tu peux maîtriser le niveau. Donc, tu peux être hyper poli, mais tu peux être au front aussi en japonais. Et ça, je pense que c'est très important si tu vas passer, enfin, si tu travailles dans une entreprise française et tu vis au Japon, ou alors tu vas vraiment travailler dans une entreprise japonaise. Là, tu es vraiment obligé de parler comme un japonais. Mais Mm. c'est là qui fait une grosse différence parce que moi, quand j'ai parlé avec toi au japonais, quand tu parlais en keigo, donc le langage de politesse, j'étais tout de suite, ok, si quelqu'un qui sait parler comme ça le japonais, c'est que je peux faire confiance. C'est vraiment Mm. comme ça que je t'ai fait confiance quand j'ai vu ton niveau de japonais. Donc ça peut être une preuve de, en Mm. fait, est-ce que tu sais parler le japonais comme n'importe quoi? Enfin, je sais pas comment dire, Mm. comme un gamin, ou alors vraiment professionnellement. C'est ça ce qui fait la différence, je trouve. Bah, écoute, je le prends, ça me fait super plaisir, donc merci, merci Mhm. infiniment. Mais c'est vrai que tu soulèves un point intéressant, c'est que tu as raison, les Japonais sont des gens qui font confiance, mais c'est vrai qu'au niveau relationnel, si vous, dans le chat qui nous regardez, vous apprenez le japonais, essayez d'apprendre le keigo, parce que c'est, comme le dit Erika, c'est vraiment une marque en fait de respect envers je pense, la culture et la langue japonaise. Il y a beaucoup de gaijin, on va dire, qui parlent très bien le japonais, mais ils parlent en fait aux gens avec n'importe qui comme si c'était leur pote. Et en général, c'est vrai que ça peut aussi refroidir des professionnels qui vont dire, tu parles bien japonais, mais t'as l'air un petit peu, comment dire, déluré, tu vois. Comment on peut, c'est un peu tchala tchala, tu vois. Je sais pas comment on pourrait Oui. traduire en français là pour le coup, mais Euh, quelqu'un en mm. qui on peut pas trop avoir confiance parce que t'as pas appris les véritables us et coutumes japonais. Bah, c'est ça, c'est surtout, moi je suis quelqu'un de réservé, hein. Je suis désolée, mais je suis, j'ai l'air sympa, mais en vrai, je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à faire confiance. Tu m'as dit que que les Japonais font confiance, mais moi non, pas tout de suite. Il y a une petite période d'essai où je vois Mm. est-ce que comment ils parlent, comment les gens se comportent. Je fais une petite période d'essai avec tout le monde, et du coup, Mm. moi ce que je regarde, c'est vraiment comment ils parlent. Et le langage politesse, pour moi, c'est hyper important parce que ça fait partie de ma culture. Et j'ai du mal Mm. à tutoyer les gens en France. T'as remarqué parce qu'au début, vous voyez. Oui, c'est vrai. Je confirme Parce que que, j'ai dû oui. te demander 15 fois, mais maintenant, faut me tutoyer quand même. Mais bon, Là, ça va dans le live. Et ouais. peut-être après le live, je te vois. Oh, non, c'est une blague. Mais c'est tellement important pour moi de maîtriser la politesse au Japon. Je pense pour beaucoup de Japonais, pour savoir est-ce que cette personne me respecte en tant que telle. Enfin, Mm. est-ce qu'on a cette relation parce qu'on met la ligne, enfin, on met la distance aussi. La distance, c'est aussi le respect, c'est une sorte de respect. Et du coup, pour moi, c'est très important. Et quand je donne des cours de japonais, etc., c'est toujours, ok, on va prendre la forme dictionnaire neutre, mais aussi la forme au moins Poli. Decimasu Poli Tenego qui est le plus facile. Le plus Oui. facile. Voilà. Oui, oui. Et bon, bah écoute, merci pour ces tuyaux. Mais ouais, essayez d'apprendre au maximum les formules polies si vous avez la possibilité. Ça peut vraiment, vraiment vous aider. Et après, il reste évidemment la problématique de l'écriture qui, là, Ah, est très complexe. Et effectivement, ça demande des années de travail. Le hasard a voulu que hier, j'ai un ami qui m'a contacté. Sa nièce apprend le japonais, elle est passionnée par le Japon, etc. Et je l'ai eu au bout du fil. Elle me fait, t'as pas des tuyaux pour me permettre d'apprendre les kanji plus facilement? Et je lui dis non, et malheureusement, il n'y a pas de secret. C'est répétition, 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 répétition. Il y a des moyens mnémotechniques pour certains kanji, oui, mais malheureusement, et même vous, hein, quand vous êtes enfant, que vous apprenez les kanji, etc.,
bah, vous faites des lignes, vous faites des lignes, vous faites des lignes, vous les répétez. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est du par cœur, en gros. À la main, à la main, à la main, à la main. Parce qu'à l'époque, pas d'ordinateur. C'est vraiment à la main. Ce qu'il a dit, c'est vrai, hein. J'avais chaque semaine les contrôles de kanji. Mm. Chaque semaine, depuis à l'école primaire, on commence à apprendre peut-être troisième année à l'école primaire ou deuxième. Après, jusqu'au collège, jusqu'à Mm. 15 ans, Jusqu'à fin j'avais collège, ouais. chaque semaine les contrôles des Mm. kanji, des caractères chinois. Donc, Après, en je gros, dirais pour moi, résumer, ouais, pour résumer, 8 ans d'apprentissage pour vous qui pourtant êtes dans un environnement où oui, tout est écrit en japonais. Donc effectivement, pour nous qui n'avons pas cet environnement naturel, c'est compliqué. Je c'est veux vrai. bien l'admettre. Il y a effectivement des techniques qui vous permettent d'apprendre plus facilement. C'est les flashcards. D'ailleurs, il y a Artillac qui, dans le chat, nous le dit. Ça, c'est vrai que c'est très utile pour nous. Dès que vous avez un petit peu de temps, vous sortez vos flashcards et vous apprenez. Mais cela dit, est-ce qu'on peut quand même vivre au Japon sans maîtriser 2000 kanji? D'après toi, il faut combien de kanji pour vivre au Japon et de façon confortable pour un Français? C'est difficile à dire, ça dépend de situation. C'est nul comme question, mais ça dépend de situation vraiment dans laquelle tu vis. Si tu es entouré par les Français dans une entreprise internationale, je dirais pas trop. T'as Mais pas trop si tu besoin, ouais. es dans une entreprise japonaise, c'est plus que 2000, hein, je dirais. Pour se sentir bien, 2000, c'est pas beaucoup. Donc voilà, je j'ai pas trop envie de décourager, mais Hmm. c'est possible de vivre sans connaître les kanji, sans parler le japonais. Il y en a qui sont comme ça. Enfin, j'ai des amis étrangers comme ça. Mais pour se sentir bien, c'est plus que 2000, je dirais. Enfin, moi, Hmm. ouais, je dirais. Alors, moi, je vais réagir par rapport à ce que tu dis. Moi, j'ai travaillé 5 ans dans les entreprises japonaises et je connais pas 2000 kanji. C'est vrai? Et ouais, alors je connais les Joyo kanji, si tu veux, il y en a, 2000, oui, à peu près. c'est à peu près 2000, mais j'en connais pas plus de 2000. Et sur ces 2000, je pense que il y en a certains que je voyais quasiment jamais, donc que j'utilisais pas. Mais ça m'a pas vraiment empêché. Moi, je dirais plutôt, si tu en connais vraiment 1000, t'as déjà pas trop de problèmes. En tout cas, comme tu es sur un ordinateur aujourd'hui et qu'on écrit quasiment plus à la main, Ah oui, euh, voilà. Je pense que si au moins tu sais les lire, tu sais les reconnaître, tu peux les exploiter sans problème. Moi, je me demande comment auraient fait les étrangers, par exemple, à l'époque où il n'y avait pas encore de Wapuro, enfin d'ordinateur et même de machine à écrire avec des lettres en japonais, quand tout devait être écrit à la main. Parce que là, effectivement, je pense que ça devait être un enfer pour les étrangers. Mais aujourd'hui, on est quand même très aidé par la technologie qui nous écrit les kanji pour nous, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Donc oui. Parce que j'imaginais un peu comme si tu voulais lire ou tu Mm. voulais faire des activités. Mm. Ça, je pense, tu es obligé d'apprendre beaucoup plus, mais si tu lis pas forcément en japonais, si, Mm. ouais, si tu, ouais. Mais ça m'étonne que tu connais pas 2000 kanji. Ben, peut-être que je sais en lire 2000, mais pas du tout en écrire, tu Ah vois. oui, écrire, non, c'est pas C'est la la même grosse question. différence. Enfin, même les Japonais ne savent pas écrire aujourd'hui Mm. avec la technologie. Ouais, mais aujourd'hui, tu vois, typiquement, tu me donnes un roman, je pourrais le lire sans problème. Mhm. Évidemment, si c'est pas un roman qui parle de termes techniques sur la parfumerie ou sur l'économie ou tout ça, parce qu'il y a évidemment des sujets pour lesquels j'ai aucune compétence. Mais si c'est un roman avec une histoire, une romance, etc., je pourrais le lire sans avoir besoin de sortir mon dictionnaire, tu vois. Donc, Ouais. mais est-ce que vraiment il y en a 2000 dedans? Je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Ah Mm. oui, oui, je pense qu'il y en a plus que 2000 Ok. dans un Bon roman. bah alors, Oui, tant facilement. mieux. Ça veut dire que j'en connais peut-être plus que 2000. Bah oui, je suis sûre. Je suis sûre. Ok. Oui. Donc la langue, c'est facile à maîtriser si vous voulez vivre au quotidien avec vos amis, votre famille, etc. Et dans le cadre du professionnel, effectivement, là, ça va vous demander un petit peu plus d'efforts, sauf si vous avez la chance de travailler peut-être dans un cadre très international, ou peut-être que là, c'est l'anglais qui prévaudra, je sais pas. Hmm. Ok. Bah justement, on parlait du travail, ça fait une transition toute trouvée. Est-ce qu'il est plus facile de travailler en France ou au Japon? Alors là, je crois que ça va pas faire beaucoup de débats. Oui. Bah, je pense que c'est plus facile de travailler en France.
Ouais. Bah, je te confirme. Euh, Ouais. oui, Mm. c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en France. Après, s'il y a une petite difficulté en tant que japonaise en France, par rapport au travail, c'est que je suis tellement passionnée, je me sens tellement engagée dans mon travail que parfois les gens ne comprennent pas. Ils me disent, Erika, ne t'embête pas, c'est que le travail. Mm. Et les gens qui me connaissent, qui connaissent, qui savent ce que je fais, ils ne disent pas comme ça. Mais je dis juste, je fais les créations de contenu et je fais telle Mm. chose, pas de détails. Là, les gens me disent, mais Erika, pourquoi tu passes autant de temps au travail? Tu te prends pas la tête, c'est que le travail, profite la vie. Et là, je me sens un peu vexée parce que le travail pour les Japonais, c'est la fierté, ça fait partie de notre vie et du coup j'ai cette fierté qui est en train de pleurer quand les Français me disent comme Mm. ça. Mais c'est aussi c'est ça qui fait la vie professionnelle difficile au Japon pour les Français, je pense, Mm. parce qu'on a cette fierté qu'on ne lâche pas et que bah on demande la même chose pour les autres aussi. Je te confirme tout ce que tu dis. C'est vrai que, tu vois, quand j'étais à Niigata, je donnais des cours on va dire, de civilisation française à tous les gens qui s'intéressaient à la France. Donc, c'était des cours gratuits fournis par la ville et toutes les semaines, je donnais peut-être sur 10 semaines. Et à chaque fois, on parlait d'un thème différent. Et quand on parlait du travail, j'étais obligé de commencer par l'explication du mot travailler. Est-ce que tu sais quelle est l'étymologie du mot travailler? Ça vient de attends c'est Tu le sais, c'est vraiment que t'es incroyable. je sais pas, je saurais pas dire en français, je pense, mais c'est un peu comme la punition. C'était pas ça. C'est quelque C'est chose ça. comme ça, non? Exactement. Alors, je me souviens plus du mot latin ou grec précis, mais en gros, ça vient d'un trident. Tu sais, les armes qu'on tient avec trois pics. Travailler, Ah oui, ça vient d'accord. de, voilà, et ça vient de ça. En gros, on te pousse pour faire quelque chose avec un truc dans le dos. On te Ah ok. menace avec. Donc, en gros, c'est effectivement une punition, le travail. Tu vois? Oui. Alors que en japonais, littéralement, shigoto, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est quelque Oui, chose enfin qu'on doit faire. servir quelque chose, Voilà. se servir à Mm. quelqu'un. Voilà, c'est servir à quelqu'un, ouais. Et rien que cette notion-là, en fait, explique un petit peu tout et l'amour du travail. Et je te confirme qu'effectivement, j'ai travaillé 5 ans au Japon dans de très bonnes conditions. Et là encore, aujourd'hui, on fait un petit peu de généralité, hein. Il y a des sociétés qui sont d'un extrême, puis d'autres qui vont être dans l'autre. Donc, on fait quelques généralités, bien sûr, pour que ce soit compréhensible, je pense. Mais je trouve que travailler au Japon, c'est une expérience extrêmement difficile. Oui, Quand moi on est je français confirme. et Oui, que oui. on a cette notion du bon bah moi sur mon contrat il y a marqué que je dois rentrer à 17h30, que j'arrête mon boulot à 17h30. Au Japon, il y a personne qui part à 17h30. Jamais quoi. Mais Mm, jamais. mm. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en réalité, c'est il y a une espèce de pression sociale non dite. Parce que souvent, en fait, on demande, mais pourquoi vous partez pas à 17h30? Et en fait, même les Japonais sont pas capables d'expliquer pourquoi ils ne peuvent pas partir à 17h30 alors qu'effectivement, c'est marqué. Pourquoi tu peux pas partir à 17h30? Est-ce que tu peux l'expliquer, Erika? Bah déjà, comme les autres ne partent pas, bah c'est comme ça, hein, la plupart des décisions au Japon, c'est que tu regardes les autres, est-ce qu'ils le font? Non, ils font pas. Et du coup, ça veut dire que non. Ça veut dire qu'il doit avoir une raison pour pas que les gens partent. Et on pense un peu comme ça. On regarde les autres et on dit, ok, c'est non. Donc c'est comme ça qu'on prend la décision déjà. Mais sinon, après, je pense que c'est parce que oui, la raison principale, c'est ça. C'est gênant de partir, c'est gênant d'être la première qui part de bureau. Donc Ouais. oui. Le reste, je saurais pas trop dire. C'est peut-être le sentiment de, est-ce que c'est parce que c'est peut-être, il y a des gens qui travaillent encore, qui ont des travails encore. Est-ce que je devrais peut-être aider? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas la gentillesse, ça peut être par la gentillesse ou ça peut être par le gêne de ah j'ai envie de partir mais il y a mes supérieurs qui sont encore là donc ça peut être Mm. ça aussi.
C'est effectivement exactement comme moi, enfin en tout cas comme je l'ai ressenti. Il y a des gens qui ont beaucoup de travail et il y en a d'autres peut-être un petit peu moins. Et quand ils voient en fait qu'il y a encore le collègue sur le bureau d'à côté qui savent faire, etc., c'est gênant, en tout cas dans la mentalité japonaise, de se dire, il est en train de bosser, ça se trouve on a le même salaire, mais moi je vais pouvoir rentrer chez moi tranquillou, pendant que lui il va encore... Et c'est gênant en fait, on se met à c'est une forme d'empathie qui est assez développée. Donc c'est plutôt quelque chose de très positif quelque part. Mais c'est aussi ce qui rend, en tout cas pour le français qui, de son point de vue, est plus dans l'individualité, c'est compliqué de se dire, zut, mon collègue il est encore en train de bosser, je peux pas partir. Ça c'est un truc qu'on a du mal à comprendre en fait. Oui. Mm. Ouais. Enfin, c'est pas qu'on a du mal à comprendre. Quand on l'explique, je pense qu'on peut le comprendre, mais c'est juste que ça nous vient pas naturellement. Mm. Mm. Et justement, j'ai une amie qui travaillait en tant que, enfin, il travaillait en tant que enfin, les staff, les employés à l'aéroport pour aider les étrangers qui voyagent. Et il y avait donc, c'est ma copine japonaise et il y avait un collègue français. Et ma copine japonaise m'a demandé, Erika, comme tu as vécu en France, et tu pourras peut-être répondre à ma question. Mm. Je me demande pourquoi à chaque fois, mon collègue français, il part à pile poil, 19 heures alors que les autres, on travaille encore. Et elle m'a demandé comme ça. Et j'étais un peu gênée parce que je sais que c'est comme ça en France, alors que ça se fait pas au Japon. Et du coup, elle avait du mal à comprendre. Mm. Et, et du coup, je lui ai expliqué. En France, si c'est écrit 19 heures dans le contrat, bah, il peut partir. Mais elle Mm. me dit, non, mais il y a des autres qui travaillent encore. Il y a encore du boulot. Bah ouais, mais bon, c'est ça la vraie difficulté, ouais. J'étais donc j'avais du mal à expliquer pourquoi. Donc il y a la logique des Japonais, il y a la logique des Français. C'est très difficile. Et Il faut. il y a aussi la grosse problématique des vacances. Ça aussi, c'est un peu cliché parce que c'est vrai que cet aspect-là du Japon est malheureusement, entre guillemets, connu. Mais au Japon, vous avez aussi au travail, je crois, 4 semaines de congés payés, mais vous les prenez jamais, quoi. Non, Vous les non. prenez jamais. Et ça aussi, et là, souvent, quand on explique ça, la réaction de mon entourage français, c'est mais pourquoi? Ben, c'est en fait, moi, je me souviens d'une expression, enfin pas d'une expression, mais d'un collègue. Là, c'était à moitié sur le ton de la blague, mais c'était au Japon. J'avais un collègue qui devait prendre une semaine de vacances et il était gêné à l'idée de demander une semaine de vacances. Et donc, je lui dis, bah, t'as pas le choix, il faut que tu ailles demander au Bucho. Le Bucho, c'est le supérieur délégué, quoi. Et donc, il va voir le Bucho. Le Bucho, il a été sympa. Il a dit, ouais, ok. Puis, à la fin, il a sorti une phrase qui était ironique, mais il lui a dit, kaete kita la tsukue nakunatteru kedo ne. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, littéralement, ça veut dire, bah, ok, pas de souci, mais quand tu reviendras, t'auras perdu ton poste. Tu vois, il y aura plus ta place. T'auras perdu ton poste. Et tout le monde a compris que c'était sur le ton de la blague. Ça n'arrivera pas. Mais c'est quelque part assez symbolique de ce qu'on est autorisé à faire et de la manière dont les gens vont le percevoir. Oui, Mm. bah, je comprends. Il y a une forte pression et du Mm. coup, je ressens en France, c'est l'inverse. En fait, je demande, enfin, en ce moment, c'est la période des vacances. Donc, je Mm. demande aux gens, est-ce que vous êtes en vacances et tout ça? Oh, la plupart des gens sont en vacances. Enfin, il y a Mm. beaucoup de gens qui sont en vacances. Il y a Mm. beaucoup de gens qui prennent des vacances 2 semaines, 3 semaines. Du coup, je me suis dit, bah, moi aussi, je peux les prendre. Mm. C'est un peu à la japonaise. Je regarde les autres et ils font, donc je me suis dit, bah tiens, tout le monde font, donc moi aussi. Et alors qu'au Japon, personne. Si on demande maintenant, c'est fin juillet, si on Mm. demande, est-ce que vous êtes en vacances? Je dirais 80% de gens qui disent, ou même plus, qui diraient, diront, oh non, Mm. non, non, on n'est Mm. pas en vacances là, même au Mm. mois de juillet. Donc c'est dur. Mais ouais, c'est assez dur. Autre exemple aussi, quand j'étais à Niigata, la ville de Niigata donc est jumelée avec la ville de Nantes. Et pendant l'été, nous, on était en train de préparer un événement qui devait avoir lieu à la fin de l'été, vers septembre ou octobre. Et donc, on était à fond en train de travailler sur notre truc et on avait besoin, en fait, de contacter Nantes avec qui on organisait des choses. Et c'était l'enfer parce que tout le mois de juillet, tout le mois d'août, on pouvait rien faire. Quand on appelait la mairie, ils nous disaient, bah, rappelez fin août parce que là, la personne, elle est pas là. Mais nous, fin août, en fait, il faut que ce soit déjà fait, quoi.
Et c'était l'enfer. Et je t'avouerais que moi, je le savais, mais j'étais gêné parce que j'étais obligé d'expliquer à mes collègues, bah oui, mais en France, pendant 2 mois, tu fais rien, quoi. Et ils comprenaient pas comment la France pouvait tourner. Je fais, mais comment ce pays peut tourner alors que vous êtes 2 mois de vacances? Je fais, non, pas tous. Mais en réalité, comme les gens, ils échangent pas non plus leurs postes les uns avec les autres, en réalité, quand tu as plusieurs personnes impliquées, bah, en fait, tout tourne au ralenti. Et pour nous en France, c'est absolument normal. Et au contraire, c'est devenu parfaitement banal que la France tourne à moitié, à mi-régime pendant le mois d'août enfin, juillet et août. Mais au Japon, c'est vrai que ça choquait pas mal les gens. Et ensuite, il me pose la question, mais tu te rends compte? Elle part 3 semaines. Je fais, ben ouais. Il fait, mais elle fait quoi pendant 3 semaines? Je fais, bah, je sais pas, moi, elle va se dorer la pilule, elle va jouer au sudoku, faire des mots croisés. Il fait, mais pendant 3 semaines, elle va aller sur la plage à se bronzer. Je fais, bah, j'en sais rien, mais oui. Oui, mais c'est un peu, ça m'a choqué aussi et c'est un peu cliché, mais en fait, je suis à Paris et je travaille chez moi, mais de temps en temps, je vais dans un coworking. Il y a des amis qui m'invitent, donc je vais de temps en temps. Et à 19 heures, je pense que c'était au mois de juillet, début juillet, à 19 heures, il y avait personne. Et là, Mm, j'étais choquée parce que mm, j'avais jamais vu un bureau vide à mm, 19 heures. C'est mm, très cliché peut-être, mais j'étais choquée. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens à 19 heures s'ils ne travaillent pas? Et en plus, je savais pas quoi faire. Là, à 19 heures, normalement, je travaille. Donc, si j'étais au Japon, donc j'étais mais mm, où sont ces gens? J'étais gênée. J'étais gênée parce que je ne savais pas quoi faire. Et les mm, vacances aussi, si j'avais 3 semaines de vacances, je pense que je serais pas heureuse parce que je sais pas quoi faire pendant mm, 3 semaines. Ça mm, c'est la réaction des Japonais typique. J'ai mm, pas envie d'être le cliché, mais je suis comme ça, donc honnêtement, ça me choque. Oui, mm. oui, Et effectivement, alors il y a une phrase qui est effectivement extrêmement symptomatique de notre façon de penser, hein, généralement en France. Travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Et c'est vrai que ça, c'est une phrase qui, à mon avis, passe moins bien au Japon. Parce que en réalité, pour eux, travailler, c'est un ikigai. Tu vois, on aime oui, bien les mots français. En ce moment, le mot ikigai, il est très populaire aussi. Mais comment dire? je, je- Quand tu vois qu'en réalité, il y a des personnes âgées au Japon qui travaillent, ils ont 75, 80 ans. C'est vraiment pas rare de voir des personnes âgées travailler encore. Et la réaction, en fait, en France, moi j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais dans les commentaires, c'était mais le pauvre, le pauvre, le pauvre, il travaille oui, encore à son âge. Mais pourquoi le pauvre, en fait? Il a envie de travailler, en fait. C'est pour ça qu'il travaille. Personne ne le force. Il n'a pas justement ce triptyque, enfin ce trident derrière le dos. Je pense sincèrement, pour en avoir croisé beaucoup, que les Japonais aiment travailler, en fait, tout simplement, quoi. Pour eux, ils trouvent une satisfaction à servir à quelque chose, à faire quelque chose. Et le mot retraite, le mot français retraite, c'est vraiment se mettre en retrait, s'écarter. C'est ça que ça veut dire le mot retraite à la base. Et je pense que le taishoku, c'est pas la même signification au Japon. Taishoku, c'est effectivement sortir de son emploi, mais ça veut pas dire se mettre en retrait. Et donc, ils veulent rester en fait à l'intérieur et en trouvant des activités qui sont certes moins rémunérées la plupart du temps, mais qui vont leur permettre de s'occuper, de trouver un sens à leur vie et voilà. oui, exactement, je suis totalement d'accord parce que pour moi, le travail, ça fait partie de mon identité. Donc Mm, si on m'enlève le travail, même si j'avais suffisamment de travail sans travail, je serais pas heureuse. J'aime mm, tellement mon travail, c'est là où je mets enfin, après mon travail, mon métier, c'est un peu particulier, mais même pour ceux qui travaillent dans le domaine qui n'intéresse pas forcément, il y a des gens, il y a une certaine fierté mm, de sentiment d'accomplissement que nous, on a au Japon. Donc oui, peut-être ça plaît pas, mais sans le travail, on peut pas totalement être soi-même. Donc ce côté-là, exactement, les Français, souvent, ils ne comprennent pas et ça fait mal et j'arrive pas à expliquer. Et du coup, ils disent, pourquoi Erika, tu travailles? Arrête de travailler trop. Mais c'est pas si simple que ça, parce que ça fait partie de mon identité. Donc si ouais, j'arrête, ça fait comme si il manque mon identité. mm, Et donc, si t'es comme ça aussi, tu vas être bien au Japon. mm.
Et effectivement, Maiden Cloud dit un truc intéressant. Il dit, ça marche si on aime son travail. Donc, Mm. effectivement, c'est un plaisir si tu l'aimes. Si vraiment c'est un enfer de vivre, enfin, d'aller au travail, je peux comprendre que tu sois content d'avoir 3 semaines de vacances. Mais on va pas non plus se mentir. Tous les Japonais n'aiment pas le travail comme toi, Elika. Donc, Non. tous ceux qui ont des problèmes au travail, qui se sentent mal là-bas, bah, finalement, ils réagissent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils prennent pas de vacances non plus et ils restent jusqu'à tard le soir parce qu'ils voient bien que leurs collègues. Mais pour eux, est-ce que la vie est un enfer? C'est bonne question. Bonne question. Moi, je pense, je sais pas si c'est une réponse, mais je pense qu'en réalité, il y a dans la culture japonaise et dans la façon dont on est éduqué dès le plus jeune âge, une résignation naturelle, on va dire, à s'adapter. C'est comme ça et pas autrement. Et donc, en fait, c'est du shikata ga nai, tu vois. Ouais. Ouais. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante, je pense, dans la vie. C'est-à-dire que, oui, ça, à mon avis, ça doit être un enfer pour ces employés-là, mais ils se résignent et ils supportent beaucoup mieux que l'employé moyen français qui se plaît pas à son travail. Mm. Et il y a un autre exemple hein, qui peut être assez parlant, mais moi je suis toujours assez choqué en fait de la façon des fois dont on est traité dans certains magasins en France. On sent clairement, il y a des fois des employés, ils ont leur raison, hein, c'est pas le problème, mais ils sont énervés, ils sont pas contents, ils sont de mauvaise humeur, mais ils te le font payer à toi qui es client, alors que tu lui as rien demandé, tu vois. Alors je parle pas des clients qui sont désagréables, hein. Je parle là pour le coup des gens qui parlent aux clients comme des chiens, et moi ça m'est arrivé de temps en temps. Et au Japon, c'est quelque chose d'impensable. C'est-à-dire que les Japonais, je pense qu'ils peuvent être aussi fatigués, ils peuvent être de mauvaise humeur, ils peuvent avoir un problème, mais ils le font pas payer aux clients. Ils se résignent, ils prennent sur eux, tu vois. Mm. Et moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue une fois à une caisse, à un supermarché. La dame me parlait vraiment mal enfin, de manière très agressive. Je fais, Madame, vous pouvez me parler gentiment, je vous ai rien fait. Elle fait, ouais, mais c'est mon boss, là, il m'a pris la, voilà, c'est mon boss, il m'a pris la tête. Moi, j'y suis pour rien. Donc ça, ce genre de réaction, en fait, euh, enfin, au Japon, c'est impensable, je pense. Ouais. Jamais on ferait payer, on ferait payer aux clients, en fait, ses frustrations, ses fatigues, etc. Donc, question sociale, la résilience. Donc, en réalité, moi, ce que je pense, hein, pour répondre à la question qui est à la base, est-il facile de vivre au Japon pour les Français? Je pense que la question du travail, c'est la question la plus problématique pour un Français. Vraiment. Ouais. Ouais. Après, on peut s'adapter aussi parce qu'on peut apprendre comment ils font, enfin, en observant les autres, en discutant avec les autres. Mais c'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui acceptent la situation en tant que telle et Mm. qui n'essayent pas forcément changer la Oui. situation. Comme tu disais, shikatanai, et ils se disent, ok, c'est comme ça, je vais m'adapter. Voilà. Mm. Donc c'était frustrant pour moi. Et du coup, bah, je pouvais pas travailler, moi, dans une boîte japonaise. Mm. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup, en fait, de Japonais qui s'expatrient à l'étranger. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans ce milieu du travail à la japonaise. Oui, Et finalement, ils trouvent que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile d'aller travailler aux États-Unis, en Europe, etc. Et voilà, pour des raisons de compatibilité, parce que je pense de personnalité, ouais. Et visiblement, c'est ton cas, donc écoute, ça confirme un petit peu. Mais oui, et en réalité, ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense que là, on devrait être beaucoup plus conscient de ça. C'est que le Japon, l'une des principales qualités du Japon et de sa société, pour moi, c'est sa qualité de service et cette envie de bien faire. Vraiment d'aller jusqu'au bout et d'essayer de faire le maximum pour satisfaire autrui, ne pas déranger autrui, etc. Et quand on est un touriste, ben on trouve ça génial. C'est pour ça que le Japon a énormément de succès en ce moment. C'est quand les gens ils vont là-bas, ils sont là, waouh, mais tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, tout le monde est souriant. Incroyable cette société. Mais ce que les gens ne voient pas quand ils sont touristes, et c'est le corollaire de tout ce qu'on vient de dire, c'est que derrière, tu prends sur toi pour tout. C'est-à-dire que tu as le sourire, mais en France, en réalité, la même personne, elle t'enverrait chier, en fait. C'est juste qu'elle arrive à prendre sur elle, parce qu'elle n'est pas forcément plus heureuse de sa vie que la caissière française dont je parlais tout à l'heure. C'est juste qu'elle garde le sourire, elle prend sur elle, et c'est énormément de stress.
Et en ce sens, la société japonaise, de l'extérieur, elle paraît apaisée, très calme, très cool, très souriante, un super service, mais c'est pas une société qui est moins stressée que la nôtre. Je sais Non. pas ce que tu en penses, mais Oui, bah, c'est ça en fait. En tant que touriste, tout est pas fait, c'est cool. Mais alors que moi je vois, enfin, j'ai des amis japonais qui sont extrêmement fatigués, épuisés, stressés, déprimés, et je leur dis, mais c'est un travail, tu peux pas prendre des pauses. Ils disent non, non, je vais y arriver. Donc tu viens de dire que les Japonais, on donne tout en fait pour satisfaire les autres pour avoir une meilleure image du Japon, alors que parfois je me demande, mais tu prends pas soin de toi, tu sais pas comment prendre soin de toi, alors que tu sais bien prendre soin des autres, alors que mm, toi, regarde-toi, t'es épuisé, t'es fatigué, ça va pas du tout. Donc il y mm, a cette pression incroyable. Et oui, on donne tout. Et quand je me souviens quand je travaillais dans un café, et donc j'étais souriante et je donnais tout. Et les gens voulaient me donner les pourboires, mm. type, les Ouais, pourboires. c'est un pourboire, oui, un petit peu. J'étais obligée de refuser. C'était comme ça au Japon, alors que j'avais trop envie de les prendre. Mm, Oui, j'ai envie, mais c'était les règles, c'est comme ça, donc on est obligé de refuser, j'étais obligée. Et donc, c'est quand on travaille, c'est exactement ce que tu viens de dire, ça me touche aussi que tu es consciente. Je suis contente que tu es consciente parce que c'est au Japon, les gens, euh, les Japonais qui n'ont jamais travaillé dans le service, qui pensent que ça c'est normal d'avoir ce service. Et le problème, c'est qu'ils sont jamais allés à l'étranger, ils ont jamais vu le service à l'étranger. Donc, ils pensent que le service à la japonaise, c'est normal, c'est comme ça. Et donc, dès qu'il y a des gens qui sont pas souriants, qui ont pas entendu que leur sumimasen, excusez-moi, et continuer à, moi, ça m'est arrivé, je rangeais des choses et j'entendais pas leur excusez-moi, bonjour, un truc, et il se met en colère mm, parce que pour eux, c'est pas normal et il se met en colère, il appelle le manager mm, et ils m'ont pas dit directement. C'est le manager qui est venu le lendemain en me disant Erika, pourquoi t'as fait ça? mm. T'as vraiment gâché la réputation, c'est pas bien. Et là, j'étais, mais j'ai pas entendu, j'ai pas vu. Et aussi, ce genre de choses, je discutais avec un collègue et un manager qui vient le lendemain, encore une fois, en me disant Erika, pourquoi tu papotais avec des gens alors qu'il y avait des clients? J'étais, non, mais il n'y avait Mm. pas de clients. Il y a personne qui sont venus me parler. J'étais papotée, oui, mais genre, on parlait de travail. Mais C'est extrêmement effrayant. c'est effectivement quelque chose aussi bah, que je confirme, mais j'ai aussi remarqué une chose, c'est que on parle de la qualité du service japonais, ça c'est vraiment génial, mais la qualité du client aussi. C'est-à-dire que Oui. pendant des mois en fait, j'avais pas compris la première année où je suis venu au Japon. Moi, quand j'entrais partout, dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel magasin, dans n'importe quel combini, à voix haute, je disais konnichiwa, ohayo gozaimasu, tu vois, comme client. Mais ça, aucun client ne le fait au Japon. Tu vas voir, si tu restes 5 minutes, 10 minutes à observer comment ça se passe dans un combini, et tu regardes les gens, comment ils sont à la caisse, etc. Il y en a 3 sur 4 qui ne disent ni bonjour, ni merci, ni au revoir au serveur, enfin à l'employé qui est en face de lui. Alors que l'employé, il va être à faire du ojigi, etc., avec des formules de politesse très alambiquées, etc. Et donc, en fait, en France, on a tendance à dire le client est roi. Et moi, je pense que au Japon, le client, en fait, se prend pour Dieu. Tu vois, la Oui, nuance. voilà, oui, il y a l'expression japonaise, okyakusama wa kami-sama desu. Ouais. Okyakusama wa kami-sama, ça veut dire exactement ce que tu viens de dire. Les clients sont des dieux. Mm. Et évidemment, les Français me disent, ah, il y a une expression similaire en France aussi, le client est roi. Et je lui dis, oui, attendez, mais vous avez guillotiné un roi en France. Voilà, c'est ça. C'est Nous, ça la les rois, on peut différence. les guillotiner, nous. Bon,
Si tu abuses, Exactement. Et effectivement, moi, il m'est déjà arrivé de me prendre la tête avec des gens en France au restaurant, enfin peu importe en réalité. Et à chaque fois, en fait, que je me suis pris la tête avec un serveur ou un caissier ou un employé de fonction publique, peu importe, derrière, quand les gens arrivent, ils prennent évidemment la défense de leur employé et ça part en cacahuète à chaque fois. Et enfin, je me suis jamais fait virer parce que ça a jamais monté jusque là. Mais je me dis, c'est marrant parce que au Japon, il y aurait eu un problème. Le chef qui serait arrivé de derrière, il aurait pris la défense du client et il aurait engueulé, quelle que soit la situation, quand bien même il avait raison ou il avait tort, il aurait engueulé son employé. ouais. Et ça fait très très mal quand donc tu fais une bêtise. Moi, enfin, je fais une bêtise. Et il y avait un client qui ont dit appelle le manager, appelle-le là maintenant. Hmm. Et donc j'ai appelé le manager, il est venu et il fait ah, je suis vraiment désolée pour son comportement, je suis Hmm. vraiment désolée. Donc devant toi, ton Hmm. manager qui Qui est s'humilie désolé, en qui fait. s'excuse Hmm. devant toi, pour toi. Et ça, c'est vraiment, comment dire, C'est humiliant quand même. oui, humiliant. Ça fait très très mal. Mais les clients japonais, ils savent. C'est pour ça qu'ils ne te disent pas directement. Ils Hmm. appellent le manager pour te Hmm. faire du mal le plus possible. Et donc, Hmm. la qualité de client, oui, je n'en suis pas fière. Non, mais ça, bon, c'est pour ça que tu vois, il y a toujours le revers de la médaille. C'est-à-dire que quand nous on est touristes et qu'on voit l'envers de la médaille, l'endroit de la médaille, et on se dit c'est incroyable cette société, on voit pas l'envers. Voilà. Et, moi j'ai une autre anecdote que j'ai peut-être déjà racontée sur ma chaîne, mais que j'avais trouvé incroyable, ça m'avait choqué à l'époque. Désolé, hein, c'est pas qu'on critique le Japon parce qu'il a encore une fois Non, 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 on non. a fait plein de compliments, mais tu sais quoi, il m'est arrivé un jour, j'étais à une caisse en train de ranger mes petits sacs derrière enfin voilà, et j'entends quelqu'un qui crie, tu vois. Je me retourne et en réalité il y avait une cliente qui hurlait derrière, enfin sur une jeune employée qui était à la caisse et qui passait les trucs. Et tu sais pourquoi elle lui hurlait dessus? Parce que quand la jeune fille voulait lui rendre sa monnaie, tu vois, les pièces de 5 yens, 10 yens, enfin peu importe, elle a fait tomber des pièces par terre, elle a ramassé les pièces et elle lui a donné. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait incendier. Et en réalité, elle s'est fait incendier parce que la cliente, elle disait, vous osez me donner des pièces qui sont tombées par terre, qui sont sales. Appelez le manager. Et le manager est arrivé. Il s'est excusé, il s'est confondu en excuses. Il a demandé à la jeune fille de s'excuser. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait tomber 2 pièces par terre et qu'il lui avait quand même donné. Juste pour ça, il y a eu un scandale dans le magasin. Tu Oui. te dis, waouh, les clients, c'est chaud. Ça m'étonne pas, cette histoire, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut même arriver à moi quand j'ai travaillé à la caisse plusieurs fois. Donc, Mais oui, oui. mais il y a des trucs de fou et on s'en rend pas compte en fait. Je me souviens quand aussi, là il y a Cousin Hubert d'ailleurs qui dit un truc et ça c'est vrai aussi. Les billets étaient pas dans l'ordre. Ah Ou alors oui! Je fais à l'ordre. Oui, 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 oui. par ordre de grandeur, tu dois remettre dans l'ordre de grandeur. Mais c'est fou parce que tu sais quand lors d'un de mes travails, j'ai passé 3 ans donc dans une mairie, hein, donc à Niigata comme je le disais. Et avant de faire mon premier jour, on a eu une semaine de formation pour apprendre les bases du savoir-vivre dans une entreprise japonaise. Et il y avait des choses qui me faisaient halluciner. Alors, je les apprenais parce que j'étais obligé, mais je me disais, mais pourquoi? Et il y en avait un, c'était tout bête. On nous apprenait à décrocher au téléphone. Tu prends le téléphone, tu fais Hi, osewa ni natte orimasu. Bon, bref, les formules de politesse qu'il faut savoir. Et la dame qui nous faisait notre formation, elle nous disait, quand vous raccrochez, toujours, vous gardez le téléphone là, le combiné sur les oreilles, vous appuyez sur le bouton, tu sais, pour raccrocher, et vous raccrochez derrière. Puis tous les autres gaijins qui étaient là, on se regardait, fait, mais pourquoi tu raccroches pas directement? Et on se disait, mais c'est vraiment un truc, enfin, tu vois, c'est juste pour la forme. Ben, en réalité, je me suis rendu compte, je le faisais. Et effectivement, tu prends ton téléphone, tu dis merci, au revoir, à bientôt, tu appuies sur le bouton, et après tu raccroches. Et j'ai compris que quand je suis rentré en France, ce que ça voulait dire. Est-ce que tu vois où est la raison? Euh, Moi, je pense que c'est parce que le sang, Hmm. comme ça, c'est dérangeant. C'est exactement ça.
Et en France, moi, j'avais vécu 22 ans avant en France, ça m'avait jamais dérangé. Mais à partir du moment où tu as compris ce truc-là et que quand tu es au Japon et que tu n'entends plus le bruit, c'est-à-dire que quand tu appuies avec le doigt, ça fait pas beaucoup de bruit, ça fait juste clic. Et après, quand je reviens en France et que je parle avec quelqu'un et puis que j'entends crac, Ouais. mais ça m'a paru violent. Et je me suis dit, ouais, il m'a raccroché au nez. Oui, Et ben, en fait, on est dans ce sens du détail au Japon. oui. Et c'est en ce sens que la vie, elle peut être très stressante parce qu'en réalité, tu deviens sensible à tout. Oui, il y a tous les détails, tu dois faire attention à tout. Et même le raccroche, le téléphone là, en fait, moi, j'avais pas le droit de raccrocher. J'attends que l'autre Oui, ouais. raccroche et ensuite j'ai le droit de raccrocher. Mm, Ça, c'est aussi une forme de politesse. Et aussi, pour prendre l'appel, c'est toujours le plus jeune qui doit le prendre. mm, Tous ces détails-là, dans une entreprise japonaise, tu dois être tout le temps comme ça. Vraiment, mm. parce que si tu sais pas, bah, les autres, ils te font remarquer et ils te disent pourquoi tu fais pas. Voilà. Donc, en réalité, sachez, si vous souhaitez un jour vivre au Japon ou que vous y allez en tant que touriste, dites-vous bien que cette qualité de vie, cet incroyable service, c'est aussi parce que derrière, tout le monde fait d'incroyables efforts pour que ce soit au maximum, toujours. Et Oui. ça, franchement, bravo au peuple japonais, parce que pour moi, c'était la plus grosse difficulté. Alors, j'ai vécu là-bas, voilà, des années, mais c'est aussi un peu ce qui me fait peur le jour où je vais devoir me dire, tiens, je vais retourner vivre au Japon, tu vois. Et si tu veux mon avis, Erika, je pense que le meilleur combo que tu puisses faire, c'est de, c'est de, c'est de travailler dans une société avec des employés japonais. D'être le boss, mais d'avoir des employés japonais. Pour moi, c'est le meilleur environnement. C'est le meilleur environnement pour les Japonais parce que le boss, il sera moins chiant qu'un boss japonais. Désolé, mais je pense que c'est la réalité. Et c'est aussi désolé pour les employés, mais en tant que boss, tu peux compter sur l'incroyable dévotion et de tes employés japonais. Voilà. Ça, je pense que c'est le meilleur combo. C'est d'être Ah, très patron dans bien. une boîte avec des Japonais. Désolé, hein, c'est très caricatural, mais Après, je suis pas sûre que les Japonais sont efficaces, hein. Après, ça peut l'efficacité des Français au travail, c'est impressionnant. Alors moi je sais pas. Mais Euh, effectivement, parfois, je, parfois, je me dis, mais, de papoter devant la machine de café pendant 30 minutes et comment t'as pu finir ton travail, en fait. mm. Mais il y en a qui finissent et je suis impressionnée. Il y a effectivement, moi je trouve là aussi c'est difficile à dire. Moi je travaille avec des Français, ils sont ultra efficaces vraiment et ça va très très vite. Moi je pense que les Japonais pourraient être beaucoup plus efficaces si parfois il y avait moins en fait de choses inutiles. Mm. Moi je trouve que par exemple dans la validation, juste la validation d'un truc, ça prend des semaines des fois pour des trucs enfin, des fois ça va trop loin en fait dans le détail. Et Oui, en France, on prend des décisions un peu à l'arrache en se disant, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, bah vas-y, ouais. Alors qu'au mm, Japon, il aurait fallu tout écrire d'abord sur papier, le faire oui, valider une fois. Il va dire, non, ça va pas, tu me le refais. Et la même décision en France, elle a pris 4 secondes. oui. Exactement. Je Trop de valide. process, c'est effectivement ce que dit Victor César. Nous, on torche et on se barre. Trop de procédures et de rituels. Voilà. Donc, moi, je pense qu'en fait, les Japonais sont pas inefficaces. C'est juste que le protocole fait perdre beaucoup de temps, quoi. Oui, Mm. et c'est comme ça qu'on fait, et pour être 200% sûr, pas 100%, Ouais. 200%, mais on est comme ça parce que géographiquement, enfin culturellement, il y a le tremblement de terre et tout ça, donc on est les peuples, on aime bien prévenir, on aime bien planifier, on aime bien être sûr, et Mm. donc évidemment au travail aussi, on aime bien être sûr. Mm. Donc on fait en sorte que tout est pas fait avant même de démarrer le projet. Mm. Alors qu'en France, c'est plutôt OK, on va essayer, on fera à mesure. S'il y a des choses qui va pas, on va s'adapter, on est flexible. Alors qu'au Mm. Japon, c'est vraiment avant même de commencer le projet, je dirais 80% de travail est fait. Après, Mm. Non, mais voilà, il t'as y raison. a quelque chose à faire, mais voilà, c'est la Et façon de travailler qui est différente aussi. c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est une façon assez intelligente et intéressante de travailler parce que c'est vrai qu'une fois que le projet est lancé, en général, il va au bout. Il n'y a pas de surprise. En revanche, effectivement, donc ça, c'est une vraie qualité. Alors qu'en France, effectivement, on lance des projets, puis on se rend compte qu'au milieu du truc, que ça marche pas. Et donc, on a perdu du temps.
mais on arrive aussi à s'adapter. Par contre, au Japon, la petite difficulté avec cette façon de procéder, c'est que il n'y a pas de place à l'improvisation. C'est-à-dire que Oui. une fois que le process il est validé, tu peux plus t'éloigner de ça. Et là, pour le coup, s'il y a vraiment un problème, tout le monde sait plus quoi faire. Oui, Tout le monde est un ah, je peu suis en paniqué. mode panique, hein. En mode Ouais. panique, oui, c'est ça, exactement. Le mot panique, c'est pas fait. Parce que même moi aussi, bah, là, j'ai dit au début, mais j'aime pas faire le live en général parce que ça me demande d'improviser Ouais. et je peux pas préparer le script. Quand je fais des vidéos, j'écris tout ce que je vais dire. Je demande même au chat GPT, est-ce que je fais des fautes? Est-ce que tu peux corriger? Tu vois, c'est ma façon de travailler et j'ai besoin de temps pour être prêt. Et du coup, ça m'a mis un peu de temps à m'adapter de travailler avec les Français qui sont très très rapides en fait pour Mm. moi. Et quand il y a des choses qui va pas, j'étais paniquée, je sais pas quoi faire. Je suis comme ça. Mais les Français, par contre, ah oui, d'accord, ça marche pas. Bah, dans ce cas-là, on va essayer comme ça ou Mm. comme ça, comme ça. Tranquille. J'étais genre, pourquoi vous êtes pas paniqué? Il y a un problème là. Mais ils disent, non mais problème, il y en a toujours. J'étais, vous êtes fort quand même. Mm. Mais c'est Oui. intéressant ce que dit aussi Nevas Galleux. Galleux, ok. L'impro est l'ennemi de la perfection. Ben, ouais, c'est vrai que c'est bon. C'est intéressant ce que tu dis. Et puis il y a Ryuji qui m'a fait marrer aussi, qui dit un truc marrant. C'est du second degré, hein, évidemment. Quand on se fait servir un matcha, on met de la poudre, de l'eau et basta. Hein. Donc en gros, ce que veut dire Ryuji, c'est que effectivement, au Japon, quand tu veux un bon thé, tu vas passer une demi-heure avec des trucs, alors que nous, c'est allez hop, un sachet de thé et voilà. Pourquoi bon, c'est effectivement c'est assez marrant comme parallèle. Ok. Bon, voilà, tout ça pour conclure, parce qu'il faut quand même avancer un petit peu. Le boulot, c'est pour moi le plus gros handicap du français de base qui veut aller vivre. Et pour toi, effectivement, tu considères que c'est un peu plus tranquille de bosser en France? Tu penses que ce serait plus facile de bosser en France pour une japonaise? Oui, beaucoup, Hmm. beaucoup. Ok. Et ça confirme aussi ce que me dit mon épouse, hein, d'ailleurs, pour le coup. Elle, c'est pareil. Elle a travaillé au Japon et elle a vu la différence et elle trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus cool. Même si, effectivement, le côté je m'en foutiste des Français où, ouais, on verra plus tard. Ouais, attends, je prends 3 semaines de vacances et on verra après. Ça peut l'énerver aussi. Donc, elle a quand même encore ce côté japonais. Ouais. Oui, mais je pense sur le fait que les clients français, la qualité des clients en France, Mm. qui est très cool, chill avec, avec, ouais, c'est ça ce qui me plaît beaucoup. Mm. C'est pas faux, c'est pas faux. Et c'est vrai qu'il y a toujours des clients cons et chiants, etc., hein, je pense. Mais je pense qu'on est de Mais beaucoup meilleurs moins. clients que les clients japonais. Voilà. Je Ça, confirme. c'est pas faux. Bon, on va essayer de trouver des thématiques où ce sera facile, hein, j'espère. La famille, est-ce que ça t'inspire ou pas le sujet de la famille? Donc, j'entends par famille, c'est par exemple, bon, alors je crois pas que je crois que tu n'es pas marié et donc en ce sens, t'as pas l'expérience de vie peut-être en couple avec des enfants, tout ça, mais est-ce que toi, tu as des remarques à faire sur la famille japonaise, la famille en France? Est-ce que c'est plus difficile de trouver sa place dans une famille en France ou au Japon? C'est vrai que oui, enfin c'est différent parce que même en famille, vous savez, je sais, non, j'ai vu, vous voyez, désolé, tu sais, on se touche pas. Enfin, je pense pas tout le monde, mais dans ma famille, par exemple, on se touche jamais. On fait jamais le câlin. On dit jamais je t'aime et tout ça. Je écris une petite carte pour la fête des mères, pour la fête des pères, etc. Mais je dis jamais je t'aime ou je fais jamais le câlin. On se touche pas. Donc ça fait un peu peut-être froid pour les Français. C'est pas qu'on s'aime pas. Moi, j'adore ma famille, mais on met la distance comme tout en relation humaine au Japon. Donc, ça fait peut-être dur pour les Français, je pense. Non? Je pense que ça, c'est un aspect qui est un peu difficile pour les Français qui sont un peu tactiles. Oui, c'est vrai. Euh, Peut-être moins que d'autres. Hein. Il paraît que les Italiens, les Américains aussi font beaucoup plus de hugs. Enfin bref, ça dépend vraiment des pays. Mais en France, on est un peu plus tactile que les Japonais, ça c'est vrai. Mais j'ai une anecdote qui est marrante. Moi, je sais pas pourquoi ça m'avait fait exploser de rire. Mais la première année où j'étais au Japon, je regardais un dorama à la Mhm. télévision. Et c'était un truc, une romance, tu vois, avec une histoire d'amour, etc. Et je me souviens que c'était un couple qui était séparé depuis longtemps et
vient enfin l'épisode où ils vont être à nouveau réunis. Donc, tu vois, on a regardé 7 épisodes avant où est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver? Et enfin, ils arrivent à se retrouver. Ils se retrouvent d'un côté, de l'autre du quai, tu vois. Donc, ils étaient sur le truc du Shinkansen et ils se voient au loin et ils se mettent à courir tous les deux. Et quand ils arrivent à 2 mètres l'un de l'autre, ils s'arrêtent. Putain! Oh, ça simulie des... Et ça m'avait fait exploser de rire parce qu'en fait, enfin, moi, dans ma tête, ils allaient se prendre dans les bras et ils allaient se tourner dans tous les sens, se faire des bisous. Non, ils se sont arrêtés, ils se sont fait un salut comme ça, quoi. C'était trop drôle. Enfin, c'était trop drôle. Moi, ma famille qui regardait à côté, elles étaient kando, tu vois, en train de pleurer. Mais moi, ça m'a fait rire. Ça fait très japonais. Oui. Mm. Maintenant, je fais le câlin je fais câlin avec ma famille quand je quitte le Japon pour partir en France, ou quand je Mm. reviens de la France. Mais c'est vrai qu'on faisait jamais avant. C'est vraiment quelque chose que j'ai connu en France. Et je Mm. trouve ça génial qu'il y a cette côté tactile, mais j'ai aussi du mal. J'ai très très mal. Donc je pense que si jamais j'ai un copain si j'ai un copain français et que je dois faire la bise avec tout le monde, toute sa famille, Mm. je suis pas sûre que ce serait Mm. facile pour moi. Mm. Enfin, je pourrais le faire si c'est une fois par an. Mm. Mais à chaque fois qu'on se voit, on se touche comme ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas d'habitude et que j'ai du mal. Mm. Proximité Mm. physique, ça c'est un peu dur pour moi. Ouais, je comprends. Et encore, tu as un peu de chance parce que je trouve que depuis le Covid, on est moins tactile qu'avant. Il y a Ah quand oui. même eu des séquelles. Moi, je sais qu'il y a des gens avec qui je faisais la bise tout le temps. Et depuis le Covid, en fait, maintenant, on se check. Voilà. Oui, Et donc, c'est effectivement, maintenant, c'est plus facile, en fait. C'est à toi, peut-être, si tu as peur de devoir faire la bise et que tu vois les gens, c'est toi qui lèves le poing d'abord et puis tu fais check. Et le check, il est sympa aussi, tu vois, c'est un oui. signe sympathique. Voilà. Là comme ça va. Ça va, c'est vrai que oui. Et c'est marrant parce qu'en fait, je pense que c'est la question d'habitude. Ma meilleure amie française, elle me fait tout le temps la bise. Mm, Et en fait, elle ne connaît pas trop le Japon. Elle est mm, pas fan du Japon. Enfin, elle est pas fan du Japon. Elle regardait jamais les animés. C'est après 13 ans d'amitié, elle a regardé le film de Ghibli pour la première fois pour moi. mm, Parce qu'on parlait tellement et qu'elle était un peu laissée dans la conversation. On parlait avec les autres amis qui aiment beaucoup le Japon. Et elle se sentait un peu coupable de ne pas regarder, de ne pas apprendre ma la culture culture. Mm, de sa meilleure amie. Et du coup, elle connaît pas trop la culture japonaise. Et elle me fait tout le temps la bise. Et moi, je mm. regarde tout le temps. Je fais «Ah, coucou!» quand on se voit. Et elle me dit «Je te fais la bise quand même!» Et je le fais quand même. Ouais. Avec elle, j'ai pris cette rituel. Avec elle, j'ai aucun problème. Mais j'oublie parce que c'est vraiment pas mon habitude. Avec Mm, elle, ça va. Donc je peux m'habituer, mais avec des inconnus, c'est très très dur. Et mm, avec la famille, peut-être, ça se fait très souvent en France, mais au Japon, on se touche pas beaucoup. Et mm, encore si c'est la belle famille, c'est les inconnus mm. pour les Japonais, pour un Ouais. Japonais ou pour une Japonaise. Donc, C'est effectivement les. Ouais. Alors, il y a beaucoup de remarques super intéressantes, super marrantes aussi, donc on va peut-être en prendre quelques-unes. Il y a, par exemple, Gaël qui nous dit: J'ai sympathisé avec une dame japonaise d'une cinquantaine d'années. Je l'ai prise dans mes bras la première fois. Elle était toute raide, gênée, et maintenant, c'est elle qui se jette dans mes bras. Bon. ah, Et derrière, effectivement, il y a Gaël qui confirme, enfin, c'est toujours elle, donc qui dit: Je pense que quand ils dépassent la gêne, ils adorent ces marques d'affection. hmm, Je, effectivement, je pense qu'on s'y habitue. Alors la bise, c'est toujours un peu spécial parce que c'est quand même le visage, mais effectivement, je pense qu'au Japon aussi, enfin, quand on s'habitue assez vite en fait à faire un petit câlin, etc. Et il y oui. a une autre question qui peut être assez marrante, c'est Marwan. Erika, comment seras-tu avec tes enfants? Est-ce que tu leur diras je t'aime? Oui, je pense. Mais oui, je pense. Au japonais, ça fait un peu bizarre. Alors tu veux Ça un fait un truc? peu bizarre. Moi, ma femme aussi, elle était un peu gênée avec cette question à l'époque. Maintenant, ça va. Mais elle dit pas aïe, le.
Elle dit daisuki. Et c'est Ah un oui, oui, bébé, tu vois, c'est un enfant. Mais c'est la oui. même chose, c'est le même effet. Donc pour Mm. ceux qui apprennent le japonais, aishiteru, c'est vraiment je t'aime, mais de façon très waouh, c'est l'amour fou, tu Wow. vois. Ouais. Et le daisuki, c'est beaucoup plus léger, c'est de l'amour aussi, c'est je t'adore, Mm. mais c'est une marque d'affection extrêmement forte aussi. Voilà. Oui. Donc dire daisuki à quelqu'un, c'est beaucoup plus facile que de dire aishiteru en japonais. En France, on dira je t'aime plus facilement dans les deux cas. Mm. Mm. C'est lourd de dire acheter le. Ouais, dans ma C'est petite lourd de carte sens, pour c'est vrai. la fête de maman, la fête de papa, j'ai écrit Daisuki et pas acheter le. Ouais, voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est plus simple. Et donc, avec les enfants, ça passe beaucoup plus facilement. Et puis, tu sais, en fait, je pense que le premier je t'aime, c'est le plus difficile vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses enfants. C'est le premier je t'aime à dire qui est difficile. Mais si tu le dis dès qu'il est tout petit, c'est beaucoup plus simple après. Tu peux le répéter sans problème, quoi. Oui, c'est vrai. Mm. Et toi, tu dis Qui, à à mon fils ou à ta ma femme famille. ou... Oui, Ah bah les deux, moi j'ai aucun problème. Bah, c'est mon côté franchouillard peut-être, mais non, j'ai aucun souci à le et dire. ta femme. Ouais, ma femme aussi, ouais. Donc Aucun souci. Daisuki. Bah les deux. Alors quand on parle en japonais, ça peut même être aishiteru, hein, peu importe. Enfin moi, Ok. ça me pose pas de problème de le dire. Mm. Je suis pas gêné. Et puis elle, je pense qu'elle s'est aussi habituée à l'entendre, quoi. Donc maintenant, elle y fait même plus gaffe, quoi. D'accord. Et te parle en japonais. Oui, nous à la maison, on parle en japonais. Ouais. D'accord. Ah oui, Bah, c'est cool. bah, on a pris cette habitude quand on s'est rencontrés. Elle parlait pas un mot de français. Moi, j'étais déjà, je travaillais déjà, j'étais à Niigata, donc j'étais déjà bilingue et en fait, on a pris l'habitude de parler français tout le temps. Mais quand elle est venue en France, elle a fait l'effort parce que vraiment, c'est quelqu'un de formidable, mais elle a fait l'effort de me dire, bah, il faut que j'apprenne la langue. Donc maintenant, elle parle très bien. Mais on a gardé cette habitude, en fait, de parler en japonais. Voilà. Autre sujet sur la famille. Euh, Là, pour le coup, je vais parler au nom, entre guillemets, des Japonais ou des Japonaises surtout. C'est les liens avec la belle famille. Mhm. Qui sont, je pense, peut-être que toi tu pourras le confirmer aussi, mais qui sont beaucoup plus difficiles à supporter aussi pour les Japonais. Ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, mais en France, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle le repas du dimanche. Alors, ça vaut Mhm. surtout à la campagne, donc c'est pas tous les dimanches non plus, quoique dans certaines familles, si. Mais le repas du dimanche, en gros, c'est toute la famille avec les enfants se réunissent autour des patriarches, donc le père et la mère, s'ils sont toujours ensemble, et tout le monde fait un repas, et puis ça peut durer des heures, voilà. Et tout le monde passe voilà. Sauf que au Japon, ça se fait pas du tout, et que en général, le week-end, quand on est un couple de jeunes mariés, par exemple, on sort encore à peu près ensemble avec les enfants, mais on sort faire du shopping au parc d'attractions, au zoo, à l'aquarium. Enfin, on fait des sorties, mais seulement dans le groupe très restreint de parents-enfants. Et on va jamais voir ses parents, ses cousins, ses oncles, ses tantes et ses frères et sœurs. En France, c'est malheureusement, enfin malheureusement, pour ces gens-là, comme ça. Et je connais beaucoup de couples franco-japonais qui se sont presque séparés en partie à cause de ça. C'est parce que le poids de la famille française est trop lourd à porter. Je ne sais pas si ça, en fait, on en a conscience, nous, en France, parce que pour nous, c'est une habitude d'aller manger le poulet du dimanche, comme on dit. Bah tiens, tu vois, ça confirme. Demain, c'est poulet rôti. Il y a Ryuji, tu vois, il va y aller. Poulet rôti, tu vois, c'est vraiment la caricature. Mm. Est-ce que ça, tu es au courant de ça? Est-ce que tu as entendu parler de ça dans ton entourage, en tout cas? Non, j'ai déjà entendu. Ah, le repas de Noël, un peu comme donc le repas de dimanche, c'est un peu comme le repas de Noël. C'est Donc, ça, mais tous les week-ends. et j'ai entendu, en fait, j'ai rencontré une japonaise vivant en France parce que elle a son copain français et elle me suit en fait, même si je partage pas mes contenus en japonais, elle me suit pour apprendre le français. Et en fait, elle m'a dit, ah, je suis, bon, elle m'a parlé en japonais, hein, et elle m'a dit que j'ai mon copain français et j'ai pas de problème de vivre en France sans parler le français. Mais par contre, quand je vois sa famille, donc sa belle famille, la famille de son copain, Mm. je, ça me fatigue. Elle m'a dit comme ça. Et donc, je pense que c'est vrai. Et enfin, je réfléchissais pourquoi ça fatigue énormément les Japonais. Et déjà, il y a beaucoup de, je connais pas les cas des Japonais, mais les Japonaises, en fait, quand on écoute
c'est épuisant. En fait, écouter en japonais, c'est pas juste entendre ce que l'autre dit, c'est aller chercher ce qui veut dire derrière la phrase, derrière Mm. tout simplement Mm. cette, je sais pas comment Mm. expliquer, mais en japonais, du coup, comme notre façon de communiquer, c'est vraiment avec peu de mots, et du coup, il faut compléter ce que ça veut dire. C'est Mm. extrêmement, la culture dans le contexte est extrêmement élevée, et donc je pense qu'on cherche à comprendre ce que ça veut dire cette Mm. phrase, donc on prend tout au sérieux. Donc si Mm. quelqu'un dit ah il fait trop chaud, et là on commence à se dire euh, est-ce que je devrais peut-être ouvrir la fenêtre? Mm. Quelqu'un qui dit ah c'est chiant de ranger le truc. Ah peut-être je devrais aider. Je Oui, pense ça que c'est vraiment. Ouais. c'est cette C'est charge mentale qui fait que cette conversation beaucoup plus fatigante et en plus c'est en français. c'est ça. Et du coup c'est les exercices extrêmes en plus de comprendre la langue, je commence. Mm. En plus ta compréhension orale, Mm. Mm. tu dois aussi réfléchir ce que je devrais faire plus tard, Mm. ce que ça veut dire derrière cette phrase et tout ça. Si tu Mm. penses vraiment à la japonaise, Mm. c'est Mais fatigant d'écouter les gens. non, mais t'as parfaitement raison. Non seulement les repas peuvent être assez longs, et c'est vrai qu'au Japon, en général, les repas sont jamais vraiment longs, quoi. Bon, ça c'est une chose. Parce qu'en France, quand un repas du dimanche, tu commences à midi avec l'apéro, et à 2 heures, tu te mets à table, à 17h30, tu t'es enfin en train de prendre le café. Donc, tu es resté 5 heures à table, quoi. Mm. Et ça, c'est pour les Japonais déjà un peu compliqué. Et puis, tu as raison, il y a aussi le côté langue. Moi, mon épouse, c'est vrai que ça peut aussi la fatiguer très vite parce que déjà, elle n'a pas le niveau de compréhension. Nous, on adore les débats, donc ça part dans des débats, ça crie de tous les côtés, ça parle politique, et en fait, elle est larguée. Et la pauvre, en fait, elle se sent un peu seule. Enfin, tout est difficile en fait dans ces repas de famille pour des Japonais d'une manière générale, mais peut-être pour les étrangers qui n'ont pas l'habitude avec ce genre de pratique. Et honnêtement, croyez-moi, c'est une source de disputes dans les couples franco-japonais assez fréquente, vraiment très fréquente. Euh, quand euh, quand il y a plus de un repas tous les 3 mois, ça devient un sujet touchy pour les couples franco-japonais. Donc, croyez-moi, si jamais, enfin, au Japon, tu fais des réunions de famille tous les combien de temps? Bah, c'est pour les occasions, la Nouvel An, ça c'est obligatoire, je pense. Mais Mm, après, ça dépend si vous êtes proche ou pas. Si vous n'êtes mm, pas proche, une ou deux fois par an. Après, mm, ça dépend si tu veux faire chaque mois. mm. Vas-y, mais c'est rare quand même, je pense. Ouais, moi, en tout cas, du peu que j'ai vu, moi, enfin bon, c'est encore des expériences personnelles, mais des réunions de famille comme celles que nous on avait pour le dimanche où tous les frères et sœurs se retrouvent, etc. Euh, j'ai jamais vu, en fait. Non, au Même, Japon, je pense pas. ouais, au Japon, moi j'ai eu plusieurs familles d'accueil, j'ai aussi ma belle famille, bien entendu, mais à part le Nouvel An où effectivement tout le monde se retrouve, il n'y a jamais eu un week-end, on s'est dit tiens, on va faire un repas. Non, tout le monde, tous les frères et sœurs allaient chacun de leur côté et ils se voyaient jamais et ils allaient pratiquement jamais voir leurs parents non plus. Donc c'est une relation beaucoup plus distante. Alors c'est pas que c'est un manque d'amour, c'est juste que quand tu as trouvé une femme et que tu as des enfants, bon bah c'est chacun de son côté en réalité quoi. C'est chacun Hmm. fait sa life. Mm, Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un grand changement. On se mélange pas en fait. On mélange pas les groupes d'amis, les groupes de famille, les groupes sont séparés. Et donc, parce que je pense qu'il y a le côté, ça c'est mon avis, mais nous, on a un peu des masques, je sais pas, enfin, mm, avec cette personne, j'utilise la formule de politesse parce que on a un gros écart d'âge, mais avec cette personne, on a à peu près le même âge, donc on parle avec Tameguchi, avec le langage familier, et du coup, tout se mélange, quand tout se mélange, ça fait comme si, ah, comment je dois me comporter, en fait. Je mm, sais pas comment je parle, je sais pas. Ça me mm, met la pression, peut-être aussi parce que je suis introvertie. Donc, dès qu'il y a plus de trois personnes, ça me stresse mm. et il y a trop d'informations. Et si c'est la famille, c'est encore plus fatigant parce que tu peux pas faire n'importe comment. C'est ta Mm, famille, enfin, c'est la famille de mon copain. Donc, je dois faire une bonne impression. C'est fatigant aussi. mm, Donc, mm, ça, c'est aussi, peut-être, ça joue aussi, enfin, c'est mon avis personnel.
Mais Ouais, comme mais on n'a pas d'habitude d'avoir une grosse réunion de famille, c'est oh, fatigant. exactement. Je pense que c'est fatigant parce que vous mettez beaucoup la pression. Encore une fois, vous avez cette envie de toujours bien faire et donc de vous mettre la pression peut-être parfois, en tout cas en France. Ça, c'est un exemple aussi tout bête, mais mon épouse, dès qu'il y a quelqu'un qui vient manger à la maison, pour elle, c'est la panique. Ouais. Au Japon, on n'invite jamais les gens chez soi. C'est Mm. très rare. C'est très rare. Quand on doit se voir, on va au restaurant et c'est comme ça. Donc, on invite assez peu les gens chez soi. Et moi, je lui dis, mais cool, t'inquiète, on fait ça à la bonne franquette, on commandera des pizzas, c'est pas un problème. Mais elle, non, non, il faut qu'elle prépare un repas pour célébrer. Et elle se met une pression de fou. Et ça, on s'engueule très, très, très rarement. Mais les rares fois où on a pu s'engueuler, c'était souvent à cause d'un truc comme ça. Et parce que Je je lui dis, comprends. mais cool, quoi. Et elle me dit, mais arrête de me dire d'être cool, tu te rends pas compte. Oui. Bon, C'est ce que je voulais te dire. C'est pas cool. C'est pas cool que il y a ouais, des gens qui viennent chez moi. C'est pas cool. ouais. C'est vrai que ça me panique. Je déteste inviter les gens chez moi. Ben voilà, il y a, je pense, hein, ce côté, c'est culturel, bien entendu, mais en ce sens, tu rejoins effectivement mon épouse et c'est voilà. Bon, faut le savoir, hein, si jamais vous allez vivre au Japon, c'est ce type de relation. Bah, si vous allez vivre au Japon, faudra vous y habituer et surtout, ben, vous dire que bah, vos potes, vous les verrez, vos amis, vos cousins, vos cousines, il faudra surtout les voir à l'extérieur, quoi. Mm. C'est ouais. Ça peut être petit à petit, donc trois, donc un cousin et vous deux, Mm, mais pas tous en même temps, tous d'un coup, ça choque les Japonais. Je pense c'est épuisant. En tant que le Japonais, je prouve, enfin, mm. je pense que c'est épuisant. Et je voulais terminer là sur le commentaire de Beyond This Life qui revient sur les trucs les repas du dimanche. Ma mère le dimanche, fin du repas 16h à 16h30. Les enfants, vous voulez goûter? C'est c'est exactement ça. Bon, Oui. mm, Après, on peut s'habituer et comme ça dépend de personnes aussi, mais je pense les sujets comme politique et tout ça, c'est assez lourd et ça me stresse. Donc les sujets, choisissez bien. S'il y a une japonaise, un japonais qui vient, ça choque les japonais et ça, c'est fatigant, c'est dur pour mm. moi. Le sens inverse est valable aussi parce qu'en réalité, tu l'as dit, le débat est pas quelque chose qu'affectionnent particulièrement les Japonais. Surtout les débats en famille, ça met tout le monde mal à l'aise en fait. Oui. Alors que nous en France, on adore ça quoi. Dans les repas de famille, ça part en débat tout de suite et ça gueule de tous les côtés. Et, euh, et effectivement, c'est un truc qui peut aussi manquer aux Français. C'est cette envie de se confronter. Nous, on adore le conflit. On adore se battre. Et, euh, et Et quand, et quand on vit oui. au Japon, malheureusement, il y a très peu d'occasions, on va dire, de confronter les idées. Et c'est difficile d'avoir un débat avec un Japonais. J'ai essayé moi aussi plusieurs fois. Il y a quelques personnes qui aiment bien ça, avec qui donc j'ai pu en avoir. Mais la plupart du temps, mes potes au Japon, on n'a jamais de discussion sur la politique, sur des problèmes sociaux. À chaque fois que je leur pose une question, ils font so desu ne, muzukashi desu ne, ah naruhodo ne. Donc en fait, c'est que des formules qui te disent ah ouais, effectivement, c'est comme ça, ouais, c'est pas simple, ouais, je comprends. Mais en fait, ils vont jamais essayer d'embrayer ou donner leur avis, quoi. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là, ouais. Oui, ça met mal à l'aise à tout le monde en fait. Ça met C'est mal à ça. l'aise, et même en France, c'est vrai que même si ça ne concerne pas à moi, mais s'il y a deux personnes qui se Qui se débattent, disputent. qui se disputent, ça me stresse énormément, ça me Mm, fatigue. Après ça, après avoir vu ça, moi j'ai besoin de une journée entière de repos. Je veux plus de contact avec les humains parce que ça mm, me, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Donc si on voit ça, même c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui se débat, mais ça me épuise et donc je pense que les Japonais détestent voir eux-mêmes se confronter. Et moi je suis plutôt ok avec ça et mm, j'ai mes propres avis et parfois on se confronte avec les gens et quand il y a quelqu'un qui ne voit, enfin quand je discute avec un ami français par exemple comme ça, les gens qui me regardent ils sont comme mm, ils sont choqués en fait. Alors mm, que avec les Français, je fais tout le temps. Parce que mm, je suis pas d'accord avec parfois ce qu'ils disent de Japon. Donc voilà, je fais tout le temps le débat avec des amis français. Moi, je le fais tout le temps. C'est mm. ça ce qui me stimule.
Parce qu'avec les Japonais, comme tu viens de dire, c'est difficile de le faire. J'ai remarqué, c'est vrai, en vivant en France, donc j'ai des amis japonais et j'ai des amis français. Et souvent, avec mes amis japonais, c'est confortable. Je me suis dit, mais pourquoi c'est si confortable avec vous? Et une des choses, c'est que ils se confondent, on se bat jamais. On est Il y a pas de d'accord. confrontation, c'est vrai. On est d'accord, tout le temps d'accord. Et même si on n'est pas d'accord, on dit pas. Enfin, Mmh. oui, oui, so desu ne. So desu ne. Oui, c'est vrai. Mais on s'exprime pas forcément quand on Mmh n'est mh. pas d'accord. Donc c'est confortable. Mais ça manque quelque chose, je pense, pour les Français. Si vous allez au Japon et que vous avez que des amis japonais un peu typiques qui n'aiment pas le débat, va- euh, parce que ça, c'est le, enfin, ça, je commence à avoir cette envie de débattre quand il y a quelque chose. Et avec mes amis japonais, ils sont toujours d'accord. Donc Mmh. est-ce que vous êtes vraiment d'accord ou vous n'avez pas Mmh. d'avis voilà, je commençais à un peu à Ouais. commencer à avoir cette envie de creuser, de approfondir les idées. Mmh. Ouais. Tout à Mm. fait. Là encore, beaucoup de réactions très intéressantes. Je vais revenir juste sur le Gilles Co, qui est toujours resté sur cette histoire de quand on invite quelqu'un à la maison, ça stresse énormément ma femme. Et ben, ce qu'il dit, c'est vraiment parfait. Ça résume ce que j'étais en train de dire. Mais quand je dis, bah tiens, en fait, il y a un tel qui va venir à la maison, elle est en panique. Elle fait, mais il va falloir ranger toute la maison. Non, c'est la famille, t'inquiète, c'est pas grave s'il y a un truc qui peut traîner par terre, on va le ranger, mais c'est pas grave. Mais pour elle, ça la met en stress fou de se dire qu'il faut que la maison soit parfaite parce que en fait, on va accueillir mon père, tu vois. Et mon père, il s'en fout qu'il y ait un peu de désordre. On a un enfant en plus, tu vois, donc c'est en bas âge. Mais ça la met dans des états pas possibles, quoi. Juste parce que il y a quelqu'un de la famille qui vient. Donc, Ouais, enfin, c'est même si c'est quelqu'un de famille ou quelqu'un de pas famille, c'est pas la question. Il y a quelqu'un qui bien, n'est pas moi ou toi, viens c'est chez ça. moi. C'est ça ce qui. Donc c'est aussi la perfection. Je veux l'image parfaite de moi. Mm. Peu importe que c'est ta famille ou voilà. Mm. Mm. Renard nous dit, là on revient plutôt sur le côté on aime ou pas les débats, mais c'est vrai que ça vient aussi du système scolaire, les débats. Et, Mm. euh, et effectivement, je pense que ça vient beaucoup de ça. Nous, en France, on nous apprend vraiment dès le plus jeune âge à dire ce qu'on pense. Mais vraiment, ce qu'on pense. Mais ça commence dès le CP ou CE1, où on va donner son avis, on va devoir donner son avis, quand bien même on n'est pas d'accord. Alors qu'en France, au Japon, j'ai même, moi, même pour mon année au lycée, je n'ai pas souvenir qu'un prof ait demandé l'avis à un élève. Quand on était à l'école primaire, on m'a demandé d'écrire un Dokushokan Sobun. Oui, c'est une fiche de lecture, quoi. C'est Oui, ouais. ressenti, vraiment. Ah, Mm, j'ai pensé comme ça. Lui, il mm, est gentil. mm, Mais mm. c'est ça. De Et, mon mémoire, il y avait que ça. Oui, et c'est vrai. je suis Oui. d'accord. C'est vrai que tous les ans, en fait, dans le système scolaire japonais, pendant les vacances, on leur demande un devoir, c'est de lire un livre et de donner son avis. Mais c'est ça qui est assez étonnant, c'est que cet avis, tu vas le laisser au professeur, mais personne ne le connaîtra à part le prof, tu vois. C'est vrai. Et c'est vrai que cet avis qu'on va te donner, c'est surtout un avis évidemment subjectif, mais c'est surtout sur une fiche de lecture. Nous, en France, on a des cours de philosophie en troisième où on te demande ton avis tout le temps. Des cours d'éducation civique aussi, on te pose des questions et t'as 4 heures en fait pour écrire ce que tu penses de tel ou tel truc. C'est pareil pour la philosophie. Donc en fait, on te demande tout le temps ton avis, quoi. Et quand bien même il n'est pas structuré, quand bien même t'es encore ce qu'on appelle un morveux, hein, j'ai envie de dire. Donc au Japon, c'est vrai qu'on nous apprend d'abord en fait à respecter le collectif, à vivre en collectif, et À ensuite à comprendre, non? l'université, À comprendre, chercher à comprendre voilà, les autres. Ça, c'est ce qu'on d'abord, demande beaucoup exactement. dans l'éducation. Oui. Et moi, c'est ce que m'avait dit un professeur dans mon lycée japonais. Il m'a dit, nous, on apprend d'abord le collectif, à comprendre les autres, à se comporter en société. Et c'est à l'université que, naturellement, une fois que tout le monde est formé à la vie en société, comment bien traiter les autres, etc., à pas s'imposer, etc., que ta personnalité se développe naturellement. Et que
Voilà, t'as compris quoi. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on nous demande notre avis tout le temps, et le collectif passe un peu derrière, et ce qui fait qu'on a beaucoup plus de conflits et qu'on aime beaucoup les débats et etc. Ça joue énormément, je pense. Oui, oui, je suis d'accord, mais je vais pas en parler. Le système scolaire en France, parce que j'ai fait donc le lycée en France, Ouais. mais et aussi j'ai fait mon master en France. Donc, mais ça, je pense que je pourrais parler dans le prochain live sur ta chaîne. Je pense ce sera intéressant. Je voudrais bien garder parce que ça m'a choqué, hein, vraiment. Le système scolaire en France, waouh, quoi. Waouh, ok. Bah Oui. écoute, j'ai très très hâte déjà d'avoir ce live pour avoir les raisons de ton waouh. Mais moi Choqué. aussi, c'est incroyable. Moi, j'ai tellement de choses à raconter sur le système scolaire japonais. Alors, moi, mon expérience, elle a 25 ans. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont impérissables parce que c'était déjà le cas. Enfin bref, on verra ça plus tard. Euh, Qu'est-ce qu'on était censé voir parce que là, on a déjà fait 1h36 et je veux pas te prendre non plus trop de temps. On peut terminer soit par la culture, soit par la nourriture. Je pense que la nourriture, ça va aller très vite, donc on va le faire tout de suite et puis après, on verra. Oui. Mais la nourriture, je pense qu'il n'y a pas de problème pour les Français, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, Le seul truc qui vient en tête, c'est les petits déjeuners japonais traditionnels dans les ryokan. Moi, Personne j'adore. n'aime en France. Pourquoi? Hmm, C'est génial de bien manger dès le matin. Alors hmm, en France, c'est vrai que ça se dit petit déjeuner, petit, trop petit. Enfin, j'aime bien manger dès le début. Et c'est vrai que depuis que je suis en France, je vis à Paris, je mange de moins en moins le petit déjeuner. Alors que quand j'étais au Japon, j'adorais manger le petit déjeuner complet, bien manger dès le début. Mais hmm. voilà, peut-être. Mais ça, c'est vraiment un truc un peu français parce que moi, j'ai eu cette chance quand j'étais enfant d'aller un peu en Allemagne pour des raisons professionnelles de mes parents. Et les Allemands, ils mangent aussi beaucoup de charcuterie, de trucs salés le matin. Et Mhm. quand nous, on allait en Allemagne, donc on avait pris cette habitude-là. Donc moi, j'ai pas été effectivement éduqué comme un Français, entre on va dire, qui est pas sorti de chez lui. C'est-à-dire que bah, les parents, ils boivent un café avec une tartine et les enfants, c'est un yaourt et une tartine ou un croissant avec un chocolat chaud, quoi. Et donc, quand je suis arrivé au Japon et dans ma première famille d'accueil, et que tous les matins, on avait du poisson grillé sur du riz, moi, j'ai adoré tout de suite. J'ai pas C'est du tout vrai? été choqué par ça. J'ai adoré tout de suite, ouais. Mais c'est vrai que ça, pour beaucoup de Français, je me souviens, j'ai organisé beaucoup de voyages organisés. Je partais avec des groupes de Français. Et le matin, en fait, on arrivait dans le petit déjeuner de l'hôtel. Il y avait plein de trucs à manger, mais eux, ils prenaient juste un café. Voilà. C'est juste un café, ça leur suffisait. Je leur disais, mais Pourquoi? profitez, vous êtes au Japon. On fait, mais je vais pas bouffer du poisson grillé le matin. Je fais, pourquoi? Il fait, mais ça se fait pas. Je fais, si. Voilà. Bon. Trop bon, trop Attends, bon. il y a Ryuji qui me fait marrer. Attends. Alors qu'une bonne choucroute dès 7 heures du matin, c'est bien. Non, une bonne choucroute. Bon, peut-être pas quand même. Bah, natto, le soja fermenté dès le début, j'aime bien en vrai. Voilà, natto, oui. En vrai, moi j'aime bien. L'enfer le matin de manger autant. Ouais, c'est vraiment culturel en fait, hein. C'est vrai qu'en France, on appelle ça le petit déjeuner, alors qu'en réalité, c'est en japonais, on dit choshoku. On parle pas de petit. 朝ごはんとか朝食、うん。Choshoku, c'est le repas du matin. Alors Oui, que nous, on a vraiment cette notion du petit déjeuner. C'est pas le déjeuner du matin, c'est le petit. Donc en gros, on mange très peu. C'est ouais. déjà marqué dans le titre, tu vois. Moi j'ai envie de gros déjeuner quoi, dès le matin. Et le soir, ah par contre, en France, vous mangez tard. Et du coup, c'est pour ça que vous avez pas faim le matin. Ah. J'ai du mal. J'ai du mal. Le repas très tard. Et j'ai du mal à digérer en fait le repas. En plus, j'étais en Normandie, du coup, la crème et tout ça, j'avais du mal à digérer. Et le lendemain, c'est vrai que j'avais pas forcément faim. Et du coup, ça devient un petit déjeuner. Ok. Mm. Mais sinon, bon, alors c'est vrai que ce petit déjeuner, ça c'est une tradition. Mais est-ce qu'il y a vraiment des choses que les Français ne peuvent pas manger, qui trouvent vraiment trop bizarres au Japon? J'ai pas l'impression. Alors il y a le natto évidemment qui peut toujours un petit peu surprendre. Mais en tant que Après, mangeur de fromage, on devrait pas se plaindre, tu vois. Le natto, ça va quoi. mais aussi des algues, ça va? Ah, moi j'aime tout. Enfin, alors par contre, non, pardon, je dis une bêtise parce qu'en fait le seul truc que je mange pas dans la cuisine japonaise, c'est le natto.
Mais Ah, tu vas me dire, ah bah voilà, t'es un gaijin de base. Mais non, en fait, je mange pas de fromage non plus. Donc voilà. oui, enfin, natto, il faut aimer, hein. Il faut aimer, quand j'étais petite, je n'aimais pas. Hmm. Ben ouais, voilà, c'est ça. Moi, je mange. En fait, c'est parce que c'est fermenté et malheureusement, je suis rapidement dégoûté par ce qui est fermenté. Et donc, c'est pareil pour le fromage. Je mange pas de fromage. Voilà. Mais par contre, il y en a qui me demandent si j'aime le shirako. Oui, j'adore ça. Les cartilages de poulet, moi, j'adore ça. Le konjac, j'adore ça. Le J'aime poulpe. pas Shilako. J'aime pas T'aimes pas le Shilako. shirako? Hmm. Pork. Ouais, explique. Tu peux nous expliquer ce que c'est le shirako? Je sais pas ce que c'est. Ben, c'est bon. On vous laissera chercher, mais en tout cas, il y a beaucoup de plats. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent effectivement peut-être des testicules, de ceci, de cela. Voilà. Les poissons, en vrai, il y a des Ouais. poissons que je peux pas manger. Par exemple, calamar cru, j'aime pas. J'aime pas du tout. T'aimes pas le calamar cru, le taco, le namadako? Non, non, calamar, c'est Ika, non? Ah, calamar, le ika, pardon. Ouais. Ika, j'aime pas. Calamar, non, taco, donc c'est Poulpe. octopus, pulpe, cru, Hmm. j'aime beaucoup. Mais Hmm. calamar, mm. Non, c'est pour ça que je parlais de testicules. C'est de la laitance de poisson, le shirako. C'est très, bah voilà, il faut aimer. Bon, Ah. bref, vous avez compris. C'est le jus de babal de poisson. Voilà, Gwegs nous a résumé ça très bien. C'est le jus de babal de poisson. Bref, on a compris. Est-ce que tu manges du lapin, nous demande Nevas Gallo. Non, non. C'est triste, c'est une triste histoire. J'étais choquée, je savais pas que vous mangez du lapin. En fait, Non, mais j'avais jamais vu. Enfin, dans un supermarché en France, quand j'étais en Normandie, il y avait le lapin. Enfin, ça se voyait que c'est un lapin. J'étais choquée. J'ai demandé à ma famille d'accueil, qu'est-ce que c'est? Et ils ont dit, c'est lapin, c'est bon. J'étais, non. J'avais un lapin à l'école. Tu sais, à l'école primaire, on a des lapins, des petits animaux qu'on s'occupe. Moi, j'étais ikimonogakari. Et du coup, je nourrissais les lapins. Et j'étais tellement choquée qu'ils mangeaient du lapin. Et quand j'ai fait cette réaction, ma famille d'accueil, ils étaient, ah oui, d'accord, ok, ils mangent pas, les Japonais ne mangent pas de lapin. Et du coup, moi, je suis partie dormir chez une amie. Et pendant que j'étais chez une amie, ils ont mangé un lapin. Et ils ont ah, ok. dit, quand je suis revenue, ils ont dit, Rika, nous, on a On en a mangé le lapin. profité. C'était bon. Mais tu sais, ton petit lapin d'école primaire, un peu de moutarde, je suis sûr que ça serait passé très bien. Bon, bref. Non, Triste. non, mais tu sais, les lapins qu'on mange, ça aussi, c'est peut-être un malentendu aussi, mais crois-moi, les lapins qu'on mange, ils sont pas beaux, hein. C'est pas les petits lapins mignons. Là-dessus, t'as rien à bouffer, hein, désolé, mais les petits lapins japonais que tu vois et tout ça, qui sont tout mignons, ça, on les mange pas, hein. Ok. Nous, c'est des gros lièvres qui font 14 kilos qui ont des gros yeux rouges et qui font peur la nuit, tu vois. Ça, Ok. ouais, mais on mange pas les lapins nains, voilà. Sois rassuré. Les petits trucs mignons, on les mange. Nous, on mange que les trucs moches. Ok. Voilà. Ça me rassure. Sois rassuré. Euh, bon, bah, non, moi je pense que finalement, s'adapter quand même à la nourriture japonaise, c'est assez facile. Et puis c'est vrai qu'au Japon, c'est vraiment le pays de la gastronomie. Pour moi, c'est vraiment le meilleur pays pour manger au monde. Si t'as un peu faim et que t'as envie de manger un peu de trucs français, t'as quand même de quoi manger français au Japon. Oui, Alors oui, c'est un oui, peu cher. oui. Oui, c'est un peu cher. Quand t'es plutôt salé, je pense que tu vas te régaler. C'est le pays des salés, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et attends, les pâtisseries sont bonnes aussi, hein. Les Japonais, ils sont très bons en pâtisserie, hein. Wagashi? Non, Wagashi même pas. ou... Enfin, même les yogashi, les pâtisseries occidentales, tu as des pâtisseries excellentes au Japon. Ils gagnent des prix internationaux. Enfin, Ouais, c'est vrai. hmm, Hmm, ça va. ça va. Quand Moi, c'est. T'es à Tokyo, ça va, t'as les choix. Ah oui, Et quand oui, t'es à la effectivement. campagne, c'est vrai que t'as pas beaucoup de choix, Escargot. j'ai l'impression. Est-ce que tu as aimé les escargots ou pas? J'ai pas mangé. T'as pas encore Je, mangé d'escargots? D'accord. je pense pas que j'ai déjà mangé. Ça donne pas envie. Ça donne pas Bah, envie. bah pour moi, en fait, je comprends que ça donne pas envie, mais tu sais, quand tu manges les repas dans les ryokan, on en parlait tout à l'heure, tu as toujours tu sais, ce qu'on appelle chez nous des bulots. Donc, c'est des coquillages, hein, et puis tu les sors. Donc, il y en a aussi un peu au Japon, ça ressemble C'est quand des même à des escargots. coquillages, c'est pas Ouais. les insectes. C'est les Ah non, c'est des bestioles. coquillages.
C'est Les des coquillages. escargots, c'est les Mais bestioles. parce que tu considères que l'escargot c'est un insecte alors que sinon c'est un coquillage. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. T'as pas tort. Nous, c'est un insecte et les coquillages sont des coquillages. Oui. Bon, ils ont la même coquille, tu vois. Nous, un bulot, ça ressemble à un escargot, Ouais. mais ok. Ouais. Est-ce que tu manges des huîtres? Ah oui, ouais, c'est bon. Ok. Hmm. Les cuisses de grenouille. Non, non, Ok. c'est pas possible. Les Oh. crevettes sont des insectes techniquement. Je sais pas. C'est des mollusques, non? C'est pas des mollusques? Ah, Est-ce j'aime que pas les crevettes. t'aimes pas les crevettes? Oui, et bah exactement, ça fait comme des insectes, donc j'aime pas. Alors, il y a des pros comment on appelle ça, la science des insectes? C'est enfin bref. Ce sont pas des insectes, mais des gastéropodes. Ouais, enfin, ça nous fait une belle jambe. Hein, voilà, c'est des arthropodes. Oh là là, on a tous les termes techniques. Bon, allez, on va se calmer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu manges, est-ce que le fromage, tu aimes? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fromage. Bon, mon préféré, ça reste classique, comté. Mais j'aime beaucoup les fromages normands comme brie, camembert, pont-l'évêque, des trucs comme ça un peu. Hmm, Oui, j'aime beaucoup. ok. Mais c'est vrai que avant de venir en France, je n'aimais pas. Parce que le fromage au Japon, c'est un bout de plastique. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Et du coup, je n'aimais pas. J'ai découvert en France. Hmm, Et ça s'appelle le fromage. Et les fromages qui existent au Japon, c'est pas les fromages. Pour hmm. moi. Mm. T'as raison. Le fromage bleu, t'as déjà goûté ou pas? Comme Roquefort. Ouais. Je peux en manger si c'est avec du pain et si c'est dans la sauce. Mais comme ça, non, je peux pas. C'est trop fort en D'accord. fait. Hmm, Ouais. hmm. Si jamais tu devais retourner au Japon, est-ce qu'il y a un truc, quand bien même au Japon on trouve de tout, donc la question est un peu faussée, mais est-ce qu'il y a un truc qui te manquerait dans la Le riz. nourriture Euh, française? ah, la nourriture française. Ouais, Ah, du bon pain. Bon, je suis d'accord, ouais. Hmm, mais c'est le bon pain et le beurre. Oh, hmm, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Juste une baguette, de hmm, beurre. C'est incroyable cette qualité de pain. C'est juste hmm. de l'eau, le beurre, la farine. C'est une magie en fait. Bah, si C'est, tu rajoutes du jambon, du bon jambon, hein, tu te fais un jambon beurre, c'est une merveille. Voilà, je oui, suis assez mais d'accord. c'est incroyable. J'ai écrit ça dans mon livre aussi. J'étais Ah, choquée. Vraiment, un truc si simple peut être aussi bon. C'est la magie. Vraiment, les boulangers en France, j'ai toute hmm. mon admiration. C'est incroyable quand même. Alors, j'ai un truc qui va intéresser aussi ceux qui nous regardent. Oh, 250 personnes, bravo, merci. Alors, posez-vous cette question. C'est une question que j'adore poser à mes potes. Et je vais te la poser aussi à toi, Erika. Si jamais on te disait, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus droit qu'à un seul plat et tu vas manger ce plat matin, midi et soir jusqu'à ta mort. Et tu as le droit de choisir ce que tu veux, mais c'est un seul plat. Qu'est-ce que ce sera? Est-ce que c'est un plat ou une nourriture déjà? Plat, nourriture, ce que tu veux, mais ce sera toujours la même chose jusqu'à la fin de ta vie. Donc, je vous invite, tous ceux qui nous écoutent, à réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a un plat qui te lasse pas? Même si tu le manges matin, midi et soir, qui ne te lasse pas? Ah, ouah, c'est une question difficile. Mais moi, je peux t'aider en te donnant les miennes, d'accord? Oui. Ça va peut-être t'aider. Pour moi, si c'était de la nourriture, entre guillemets, française, ce serait ce qu'on vient de dire là, le jambon beurre. Enfin, deux tranches de pain, du beurre, un bon jambon, et voilà. Et ça, je pense que je pourrais manger matin, midi et soir sans me lasser jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois? Si c'était un plat japonais, ce serait un bol de riz avec du saumon grillé et de la sauce de soja dessus. Waouh. Et ça, j'adore. Mais je pourrais en manger tous les jours. En fait, c'est juste un plat. C'est simple, hein. Mais c'est du saumon grillé que tu mets en miettes. Et puis tu mets un peu de sauce de soja dedans. Puis tu manges. C'est trop bon. Waouh, un Alors, plat. C'est dur ouais. ça. Si c'était un. Waouh, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Il y en a qui disent ramen. Franchement, ramen. Moi, je m'en lasserais vite, hein. Pas tous les jours, hein. Non. Okonomiyaki. Okonomiyaki, tu pourrais tous les jours?
Non, même Moi, je pense que si mon papa il vient d'Osaka, donc la moitié de moi en fait, je suis hybride Tokyo-Osaka, mais non. le gyudon, je Gyudon. comprends. Le gyudon, moi, je pense que je pourrais aussi, un peu comme pour le saumon. Ouais. Est-ce que ça t'aide un petit peu? Du curry, des Non, il n'y a crêpes? pas un plat, il y a pas un plat qui vient en tête. C'est parce que j'aime bien les plats un peu, ce qui me vient, la nourriture. Oui, la nourriture, c'est soit le riz, soit le pain. Hmm, Voilà, c'est ce qui vient tout de suite en tête. Mais ce que j'aime beaucoup en France, c'est un truc comme sandwich ou les salades composées où on peut changer en fait les ingrédients, mais le reste, ce qui est basique, ça change pas. Donc c'est quelque chose, ouais. hmm, Après les crêpes, les galettes où on peut changer la garniture. hmm, J'adore tout ce qui est truc ingrédients basiques et qu'on peut changer le truc. Donc, je sais pas, c'est vraiment une question difficile. hmm. Euh, Alors parce évidemment, il y a que, PM et d'autres, vous avez raison, on se lasse de tout à force, évidemment. Mais c'est pour ça que cette question, elle est compliquée. C'est parce qu'on sait qu'on va se lasser, mais quel plat, en fait, vous permettrait de tenir le plus longtemps possible, en fait. Mais évidemment qu'on finirait par s'en lasser, c'est sûr. Kebab, tu peux euh, choisir. Alors là, moi, kebab, non, je crois pas, hein. Tu peux non, choisir quoi? non. Salade tomate oignon, quoi, mais c'est tout. Après, comme c'est en été, je pense que je suis influencée le fait que c'est en été. Je pense melon. J'adore le melon. Ça, c'est J'adore le vrai. melon. Ah ouais, c'est ouais, ouais, je suis d'accord. Et littéralement, je mangeais pendant une semaine tous les jours. Mm. Parce que en France, un melon, ça coûte extrêmement cher. Et j'ai vu à Paris, même à Paris, ça Non, au Japon, coûtait. tu veux dire. Mm. Enfin, oui, melon, ça coûte très cher. Oui, au Japon, extrêmement cher. C'est un cadeau en fait. C'est un fruit, ça coûte cher au Japon et c'est un cadeau qu'on fait. Mm. Et Mm. chez moi, on mangeait quand il y a des choses à féliciter, un truc. Et du coup, quand j'ai vu le prix de melon ici, c'était 2 euros, 1,50 €. Un melon comme ça. J'achetais tous les jours. Je Mm. mangeais tous les jours. Toute seule, comme ça. J'étais. Mais Oh, c'est je excellent. vis une meilleure vie ici. Vraiment. Oh. En plus, je pense le fait que c'est un truc de luxe. J'ai cette image de melon, c'est un truc de luxe pour moi. Et du Mm. coup, bah oui, en été, tout l'été, je peux manger tous les jours melon. J'adore le melon. Non, mais t'as raison. Moi, je comprends parfaitement. Et encore, moi, je trouve que le prix de melon ont explosé, je trouve, ces dernières années. Évidemment, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais moi, quand j'étais enfant, c'était 10 francs les 3 melons. Donc, en gros, 1,50 €, 3 melons. Mais mon Dieu, mais Et, c'est choquant pour un Japonais. Et du coup, enfin, bah oui. moi, je suis venue en Normandie il y a 10 ans, donc je pense que j'imagine que c'était moins cher. Et du coup, il y a 10 ans, je suis venue en Normandie et quelques années après, je suis revenue. Mm. Et à chaque fois que je revenais en été, ils font tous jambon melon à l'entrée. Mm. Et Mm. du coup, je me disais, ah, on me prend une princesse, tout le monde prépare un truc qui coûte cher pour moi parce que je suis une princesse, tout le monde m'accueille avec la chaleur. Et en fait, non, ça coûte pas très cher. Mais c'est exactement ça. Et pour l'anecdote, moi enfin, je suis né à Dijon, donc tu vois, à la campagne, donc en banlieue dijonnaise. Ma grand-mère, elle avait un champ, donc elle était cultivatrice et elle avait un champ. Et tous les étés, elle faisait des melons, mais il y en avait des centaines. Donc en réalité, on en avait à volonté. Et dans ma famille, tous les jours, on mangeait un melon par personne, mais sans problème. Au petit-déj, à midi, le soir, parce que c'était vraiment le fruit de l'été. Et pour nous, c'était vraiment comme au Japon, le kaki, tu vois, c'est le truc qui a aucune valeur, tout, on en mange Ouais. tout le temps, presque on s'en lasse. Et c'est vrai que quand je suis arrivé au Japon en 97, 98 et que j'ai vu les prix des melons, le melon à 3000 yens, et c'était le bon marché, tu vois, c'était en gros en promo 3000 yens, donc ça faisait, je sais pas, moi, 3000 yens à l'époque, c'était quoi? C'était 150 francs. Mais j'ai halluciné, j'ai écrit une lettre à mes grands-parents en disant ici, les melons sont à 150 francs. Ils m'ont dit, on va faire du business, on va devenir milliardaire. C'était vraiment très très différent. La France, les prix ont vraiment augmenté au niveau des fruits, alors que les fruits, il y a encore, je pense, avant l'euro, c'était vraiment l'aliment moi, j'étais surpris de voir. Alors, par contre, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que les melons au Japon, ils sont tous très bons. Oui. La qualité des fruits au Japon, elle est exceptionnelle.
pareil, je te parlais de ma grand-mère, elle avait des pommiers. Elle avait des tonnes et des tonnes de pommiers, mais c'était des pommes, c'était bonne. Mais quand on m'a fait goûter une pomme au Japon qui valait 300 yens, la pomme, alors que chez nous, pour 300 yens, tu avais 1,5 kg ou 2 kilos. Mais j'ai fait, ah ouais, mais ça vaut les 300 yens tellement elle est bonne. J'avais jamais mangé des pommes aussi bonnes de ma vie que les pommes japonaises. À la perfection des travails de l'agriculture japonaise, c'est extrême aussi. Mais il n'y a pas que ça en réalité, et c'est le problème du Japon d'aujourd'hui où les fruits explosent, c'est que le Japon, à cette époque, il sortait de la bulle. Évidemment, tu es un peu jeune, mais tu as entendu parler de cette fameuse bulle où les Japonais avaient tellement d'argent qu'ils savaient même plus quoi acheter, et donc ils pouvaient se permettre, même la classe moyenne japonaise, d'acheter les meilleurs fruits importés. C'est-à-dire que nous, on importe des fruits d'Espagne, on importe des fruits d'Italie, mais on achète en général des trucs pas chers, tu vois, parce qu'il faut que tout le monde puisse manger. Les Japonais, ils importaient des fruits du monde entier, mais la top qualité. Il fallait que les fruits soient parfaits, ils soient tous sélectionnés. Donc même les fruits qui venaient de l'étranger, ils valaient une fortune comme tous les fruits à l'époque au Japon, mais parce qu'ils voulaient que les meilleurs fruits. Et j'ai jamais mangé de mauvais fruits au Japon, jamais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Japonais se sont habitués à ces fruits-là. Et ils ont du mal, en fait, à revenir à des fruits qui sont un peu abîmés, qui sont un peu talés. Et ça, c'est un vrai problème parce et aujourd'hui, les fruits, ils sont trop chers et les Japonais ont du mal à acheter des fruits, alors qu'en France, pour nous, ça reste encore un fruit accessible. Mais la qualité n'est pas toujours la même. C'est-à-dire que des fois, des melons, ils ont pas de goût. Moi, ça m'arrive d'acheter au Lidl ou etc. Les melons, ils ont pas beaucoup de goût. Bon, bah, ça arrive. Au Japon, ils auront toujours un goût excellent. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En général, si les fruits et les légumes sont bons. Mais moi, je me régale ici, même à Paris, par rapport au Japon, le prix, ça coûte vraiment pas cher, les fruits et les légumes. Je prends la photo, j'envoie à ma famille en disant, regardez, je me sens bien ici. Mais vraiment, je me régale. C'est quelque chose que j'ai remarqué ici. C'est Mm, mm, excellent, cette mm, qualité de vie avec les fruits, avec les légumes. Parce que j'aime tellement les légumes et les fruits. Et qu'au Japon, je ne pouvais pas manger autant que je voulais, alors qu'on recommande de manger plus de légumes, plus de fruits pour avoir la bonne santé, alors que je ne pouvais pas parce que j'avais pas le moyen. Ici, je profite. mm. J'achète tous les jours les fruits et les légumes. Il y a le marché et c'est le côté peut-être qui va manquer les Français, peut-être s'ils vont au Japon, si vous aimez bien les légumes et les fruits. Mm. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, écoute, là, on est en train de faire 2 heures. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Oui. Je te remercie hein, déjà d'avoir tenu 2 heures sur ces discussions qui étaient vraiment très enrichissantes. Ça m'a fait Oui. super plaisir. Bah moi aussi. Il reste encore un ou deux sujets, mais je pense qu'on verra plus tard. Mais je donne Mais pour un rendez-vous en autre fait live. à tous les gens qui nous regardent à revenir on fera de la communication, bien entendu, mais on va refaire au moins un live qui parlera de l'expérience d'Erika dans son lycée français. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Et puis moi, je vous parlerai de mon expérience dans un lycée japonais qui, je pense, va être un petit peu à l'opposé. Je sais pas pourquoi, c'est mon petit doigt qui me dit ça. Voilà. Et on peut rappeler en tout cas pour ceux qui viennent de ma chaîne que bah tu as mis en prévente ton bouquin. Tu peux nous dire comment le précommander? En fait, la précommande est normalement déjà finie, je Ah, pense, mais vous pouvez probablement encore précommander parce que hmm, on m'a dit, l'éditeur m'a dit que c'est déjà fini, mais je suis allée sur la page, il y a toujours le bouton précommander. Et donc, ok. si vous voulez précommander, c'est Hmm, maintenant, c'est principalement le livre, c'est principalement ce que je viens de parler pendant ce live-là, les hmm. chocs culturels, les difficultés, ce qui m'a émerveillée en France, plein de choses. Donc, si vous avez aimé ce live, vous allez aimer sûrement mon livre. Hmm. Oui, puisque c'est beaucoup plus détaillé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses, j'imagine, dedans. Enfin voilà. Moi, je travaille beaucoup, c'est dur. Et ça va, tu avances bien, tu sais quand est-ce que tu vas pouvoir le terminer? Dans 2 semaines, c'est fini, fini. Et en septembre, ça va sortir. En septembre. Vous allez, tout ce qui précommande, tout ce qui est en précommandé, vous allez recevoir normalement en septembre. S'il n'y a pas de retard. Mais, on est en France, donc. Il fallait conclure sur ça, c'est très bien, ça fait une parfaite conclusion.
Bon, bah, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne fin de soirée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Erika si c'est pas déjà fait ou à la mienne si c'est pas déjà fait non plus. À très vite. Merci beaucoup Erika. À bientôt. Je termine. J'appuie sur le bouton. À plus. Merci.